Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous matinal. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débats, d'enseignement et de divertissement. La vie est de plus en plus chère, nos besoins de plus en plus grandissants, notre objectif, gagner assez d'argent, entreprendre ou encore mieux gérer nos ressources. Comment l'atteindre? Comment avoir plusieurs sources de revenus? Que faire quand on a déjà un emploi qui nous bouffe toute notre énergie? Nous essayons ce matin avec mes invités de répondre à ces interrogations. Vous avez des préoccupations, vous voulez apporter votre contribution à cette discussion? Appelez directement le 98 80 93 111 ou laissez-nous vos messages sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Nous nous ferons le plaisir de les lire dans la dernière partie de cette discussion. Mes invités déjà installés sur ce plateau, nous avons Justino Vieira, coach en entrepreneuriat. Bonjour coach. Bonjour Alila, amis téléspectateurs, bonjour, amis du plateau, bonjour. Bonjour. À côté de vous, Childéric Sessou, vous êtes conseiller en orientation socio-professionnelle et journaliste. Bonjour madame. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Emerico Koupeli, bonjour. Bonjour Alila Traman, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. D'accord. À côté de vous, il y a Géraud Popola, vous êtes coach formateur et responsable du service formation de Impact Plus. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Émeric, je commence par vous. Vous avez combien de sources de revenus? Je crois que la question est un peu, ça me fait sourire parce que vous savez aujourd'hui quand on parle de sources de revenus, il faut d'abord qu'on dise que c'est l'ensemble des moyens financiers ou matériels qu'on a à disposition en cas de nécessité. Donc, quand on parle de sources de revenus, c'est un point qu'on se fait soi-même et qu'on se dit qu'en cas de perte d'emploi ou en cas de perte de travail, ce que j'ai à disposition, ce qui peut me permettre de survoler par rapport à cette situation, de pouvoir s'en sortir voilà, de la situation. Donc, aujourd'hui, personnellement, bon, je crois que j'ai plusieurs codes à mon arc. Oui, combien? Pourquoi vous voulez savoir, aléatoirement? Vous insistez trop là. Ça me permettra de savoir si vous faites partie des personnes qui ont des sources de revenus fiables ou pas. Bon, il faut dire qu'actuellement, j'ai deux sources de revenus. D'accord. J'ai deux sources de revenus qui me permettent quand même de juguler, de m'en sortir. D'accord. Et vous, monsieur Sessou, vous en avez plusieurs? Merci bien. Plusieurs, oui, deux, c'est déjà plusieurs. Oui. Donc, je me permets donc de me partager entre deux activités également. C'est important, comme Émeric l'a dit tout à l'heure, de pouvoir donc avoir plusieurs cordes à son arc, de ne pas se contenter d'accord d'une seule source de revenus, parce que aujourd'hui, nous sommes tous conscients du fait que la vie elle est chère, ce n'est plus seulement un slogan, c'est une réalité. Nous sommes dans un pays, le Bénin, en Afrique de l'Ouest, où la valeur même des efforts fournis, de l'emploi n'est pas reconnue forcément par les employeurs. Ce n'est pas comme hors du continent ou dans certains pays européens ou américains où d'abord, votre droit est respecté et ce que vous faites, vous êtes payé à sa juste valeur. Ce n'est pas le cas forcément au Bénin, notamment dans le privé, parce que le public, oui, c'est bon, mais il est saturé et le privé profite de ça. On vous propose le minimum, vous refusez, d'autres personnes sont prêtes à se contenter du peu. Et si déjà vous avez un bout de temps, si déjà vous pouvez, parce que quand on est jeune, il faut se battre tôt. On dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Et donc quand vous avez encore de l'énergie, c'est important de pouvoir se partager, de pouvoir faire le sacrifice maintenant, dépailler pour pouvoir en profiter demain. Et pour faire ce sacrifice, c'est qu'il faut se partager entre plusieurs activités. Il faut rappeler qu'il ne faut pas
évidemment, se mettre la corde au cou, il faut que ce soit dans la limite possible. Mais toujours est-il que il ne faut pas se contenter d'une seule activité pour pouvoir donc engranger les moyens nécessaires. Lorsqu'on va mettre les revenus de part et d'autre, certainement qu'on pourra effectivement arrondir la fin du mois. D'accord. Monsieur Pokola, on va commencer par la définition. On parle de source de revenus depuis quelques instants. Qu'est-ce qu'on comprend réellement? Alors, merci beaucoup et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier ITélé pour avoir initié cette thématique parce que c'est une thématique très importante et très pratique. Déjà, quand on parle de revenus, c'est pourquoi tous les matins on se réveille, on va travailler dans l'espoir quand même de revenir à la fin du mois ou à la fin de la journée avec un certain montant pour faire face aux dépenses. Alors, il faut bien comprendre, un revenu peut être considéré comme un montant donné, une source provenant d'une source d'activité qui génère quand même des profits réguliers, que ce soit journalier, mensuel ou hebdomadaire, ou même annuel, pourquoi pas, et qui vous permettent de pouvoir faire face à vos charges, que ce soit fixes ou variables et tout, et de pouvoir vous permettre de faire face à vos défis d'ordre financier. Maintenant, il faut comprendre que le revenu, il y en a plusieurs, mais on peut les catégoriser en deux catégories de façon générale. Il y a les revenus venant du travail, tels qu'on le connaît, et il y a les revenus des capitaux. Et bizarrement, pour devenir riche, c'est les revenus des capitaux qui permettent de devenir riche. Le revenu du travail a rarement permis à quelqu'un d'être prospère matériellement et financièrement. Les revenus des capitaux. Voilà, quand vous prenez les hommes les plus riches au monde, Oui. ce n'est pas des gens qui ont leur revenu du travail physique. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes qui consacrent une heure donnée pour gagner en retour de l'argent, non. Mais ils ont plutôt des entreprises, ils ont des revenus venant peut-être de l'immobilier ou des investissements. Et c'est ça qui génère les plus gros revenus, parce que même en dormant, ça le plus extraordinaire, ils gagnent de l'argent. Donc vous voyez qu'on ne peut pas comparer le revenu du travail au revenu des capitaux. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité de pouvoir comprendre cela et voir dans quelle mesure est-ce qu'en dehors du revenu du travail qu'on génère, comment est-ce qu'on peut développer d'autres choses d'activités qui viennent des revenus des capitaux. Avant de parler du développement d'autres activités, coach, pourquoi c'est important de diversifier ces sources de revenus? Je vous remercie pour ce rendez-vous. Vous savez, aujourd'hui, c'est pertinent de discuter, de parler de la diversification des sources de revenus parce que nous sommes dans un monde, vous l'aviez si bien introduit, où la cherté s'impose et dicte sa loi. Et à la base, mes chers amis viennent de définir le revenu comme l'ensemble des sommes que vous percevez. Et quand vous êtes en situation de minorité, l'élève a bien des revenus qui n'est rien d'autre que l'ensemble des sommes que ses parents lui donnent sur une période. Lorsque vous êtes en situation de majorité, c'est la contrepartie de vos investissements. Investissement en temps, investissement intellectuel et bien d'autres investissements. Mon cher ami vient de parler des investissements en placement, ce que nous appelons communément l'investissement des titres ou des obligations. Mais il se pose un problème. La problématique suivant laquelle le revenu que vous tirez de cet investissement à lui seul ne vous permet plus d'assumer vos besoins. Or, nous n'avons pas inventé la roue. Maslow nous a enseigné les 5 types, les 5 niveaux de besoins, l'hiérarchisation des besoins. Les besoins physiologiques qui sont les besoins primaires, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et ensuite les besoins de réalisation. Mais nous devons nous résoudre à considérer que selon votre type de travail, vous ne pouvez pas atteindre tous les niveaux. Vous ne pouvez pas satisfaire tous les ordres de besoins. C'est pour ça, à un moment donné, l'homme ambitieux, l'homme qui veut atteindre une perfection, l'homme qui veut résister ou bien qui veut vivre dans un confort, cherche à diversifier ses sources de revenus. Parce que, plus loin, on vous dira également que le salaire permet à l'homme d'assouvir aux besoins physiologiques. Ça s'arrête là. Et c'est normal quand monsieur Bakode disait que le salaire ne permet à personne de devenir riche, mais ça permet à assumer les besoins physiologiques. Mais qui ne veut pas rouler voiture, qui ne veut pas construire sa maison, qui ne veut pas avoir cette aisance, ce plaisir de dire mon enfant va à telle école, les écoles les plus des élites. Alors il est obligé d'aller toucher autre chose, d'aller dans d'autres secteurs d'activité pour pouvoir compléter ce qu'il gagne comme salaire. Et mon cher ami Sessou a dit quelque chose, je veux bien être d'accord avec lui.
Le privé qui profite, disons-nous, de la situation, de la caricature très critique du secteur de l'emploi. Mais moi j'estime qu'il ne faut pas voir la chose dans cet angle parce qu'à la base, le salaire est la contrepartie du travail fourni. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ceux qui ont fait le droit seront d'accord avec moi. Le salaire, c'est une rémunération qui est la contrepartie du travail fourni. Alors la question, est-ce que nous travaillons 24 heures sur 24? La réponse est non. Est-ce que nous travaillons 30 jours sur 30? La réponse est non. Alors nous ne devons pas nous attendre à ce que le salaire puisse nous permettre de résoudre ou bien de vivre 24 heures sur 24 et pas d'édition 30 jours sur 30. Donc c'est normal que le salaire ne permette pas à son homme d'assouvir pleinement ses besoins parce qu'il ne travaille pas à plein temps. Il faut aller dans d'autres secteurs, d'où l'importance de la diversification des sources de revenus. Oui, Monsieur Sessou, on a l'impression que quand on parle de diversification des sources de revenus, c'est lié aux personnes qui ont déjà un travail, un boulot, un contrat. Est-ce que c'est véritablement que ces personnes qui sont appelées à diversifier leurs sources de revenus? Non, on ne va pas se limiter à, j'entends pas ceux qui ont déjà un contrat, un boulot, ceux qui sont sous la responsabilité d'un employeur, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Ça ne s'arrête pas là. Si je suis entrepreneur, je peux entreprendre dans plusieurs secteurs d'activité, je peux avoir plusieurs entreprises. Si vous êtes chrétienne, madame, vous savez que la Bible aussi l'a recommandé. Il ne faut pas investir dans un seul domaine. Il faut donc placer à plusieurs endroits parce qu'on ne sait jamais le jour où vous allez faire faillite à tel niveau, où il y aura crise de tel côté. Vous savez, dans un pays, le président de la République peut, à partir d'une simple signature, changer beaucoup de choses. Et lorsque vous menez une activité, et il y a des réformes dans cette activité-là, et vous savez que ça peut avoir des impacts négatifs ou positifs sur... il y a une décision, ça peut avoir des impacts négatifs ou positifs sur vos activités. Et donc, ce n'est pas seulement celui qui est employé quelque part, qui est appelé à avoir plusieurs activités, à avoir plusieurs sources de revenus. Je peux même dire que c'est plus difficile, à mon sens, pour quelqu'un qui a qui est déjà employé quelque part, de pouvoir donc se mettre réellement à disposition. Officiellement, nous travaillons 8 heures par jour, mais à des endroits donnés, écoutez, vous allez au boulot, vous ne savez pas l'heure à laquelle vous rentrez, c'est une réalité. À quel moment ce dernier pourra donc construire une activité? À quel moment ce dernier pourra donc installer une entreprise, la suivre du début jusqu'à la fin? Parce qu'il y a une durée de maturité. Et pour ça, on a besoin de vous-même pour être proche de l'activité, donc pouvoir mener les actions nécessaires pour espérer un jour atteindre le niveau de maturité et confier maintenant cette activité à une autre personne. Et donc c'est plus facile, à mon sens, pour quelqu'un qui entreprend et donc qui a déjà réussi au premier plan, donc de pouvoir dire: à partir de ce moment, je peux continuer, commencer par donc espérer commencer dans un autre domaine. Donc, ce n'est pas uniquement pour répondre à votre question. Celui qui est employé, qui est appelé donc à avoir plusieurs sources de revenus. Monsieur Kwakwaola, je reste avec vous. Est-ce que c'est vraiment possible ou pas pour un employé de diversifier ses sources de revenus? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question tellement importante et tellement essentielle. Et je voudrais déjà commencer par dire que de manière générale, c'est une opportunité pour moi, sur ce plateau, d'en parler. De manière générale, nous n'avons pas à la base la culture... Monsieur Kwakwaola, oui. Si vous permettez... L'objectif, en effet, c'est de vous faire gagner beaucoup d'argent. Et on était avec le coach Kwakwaola. Vous étiez en train de nous expliquer si tous les employeurs peuvent diversifier leurs sources, les employés plutôt peuvent diversifier leurs sources de revenus. Voilà. Alors, je disais tantôt que nous avons aujourd'hui à combler un gap lié à notre éducation. Oui. Et comme le dit l'auteur Robert Kiyosaki, la société aujourd'hui a un défi qui est un défi d'éducation financière. L'éducation financière aujourd'hui est quelque chose de crucial et normalement l'école à la base c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre, mais c'est en grandissant au fur et à mesure que par les expériences de la vie on finit par apprendre peut-être par soi-même de manière peut-être hasardeuse c'est quoi les principes qui gouvernent la gestion de l'argent. Donc votre question est pertinente, est-ce qu'un employé peut diversifier ses sources de revenus? Oui. Avant de venir à cette étape, la première question est de savoir,
comment est-ce que, en tant que salarié, je me comporte avec déjà le peu d'argent que je reçois. Parce que c'est de là que tout va commencer. Que je perçois 20 000 par mois, 30 000, 50 000, 100 000, peu importe le montant. Oui. Quelle est mon attitude dès que je perçois ce salaire-là? C'est dans l'éducation financière. D'où la première chose, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des petits calculs avec des personnes qui ont l'habitude peut-être de se plaindre du fait que leur salaire ne leur suffit pas. Parce que pour parler de diversification de revenus, il faut déjà pouvoir dégager une partie de ce que l'on gagne afin de pouvoir l'investir. Et on va parler maintenant de dans quoi investir. Mais déjà, la première étape, c'est de pouvoir dégager une partie de ce revenu-là. Mais quand déjà on perçoit le salaire entre le 20, le 25 ou le 30, ça dépend de là où vous travaillez, et que déjà au bout de 10 jours, le salaire est fini, et que vous anticipez déjà le mois prochain sur des dettes, il faut comprendre que c'est un peu compliqué. Et quand on s'assoit, on a l'habitude parfois de se plaindre que l'argent ne suffit pas, mais en réalité, quand on s'assoit, on voit qu'il y a de l'argent qui va dans tout et n'importe quoi. Quand on prend les charges fixes, le loyer, l'électricité, tant et tout, vous allez voir la plupart du temps, quand on s'assoit, je vous assure, quand on prend de la bière, on ne compte pas. Quand on va à une fête et qu'on dépense de l'argent pour l'anniversaire de tel ou tel, on ne compte pas. Quand il y a eu un décès et qu'on a contribué, on ne compte pas. Quand on a eu Canal Plus ou je ne sais pas quoi, on ne compte pas. Quand on a eu sa petite copine dehors ou je ne sais pas quoi, on ne compte pas. Et quand on s'assoit et qu'on fait le bilan, vous allez voir qu'il y a plus de 30% ou 35% de vos revenus qui vont dans des choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle. Donc, la première des choses, c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent que je reçois. Et Robert Kiyosaki nous recommande un certain nombre de principes qu'il faut mettre en place avec le revenu que l'on a. La première des choses, lorsqu'on reçoit son salaire, il le dit, c'est un peu délicat, c'est un peu un challenge, je vais même dire au début. Il dit il faut se payer en premier. Alors, se payer en premier, c'est ce dont on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dégage de côté pour investir? Tant que je ne vais pas me poser cette question-là, pour dire comment est-ce que je fais et quelle partie de ce que je gagne, je mets de côté, que je me paye en premier, même si c'est 5 000 par mois, même si c'est 1 000 francs par mois, même si c'est 300 francs par mois, c'est extrême l'exemple que je donne. Il faut commencer par se payer en premier, parce que c'est ce montant mis de côté qui me permettra de pouvoir être financièrement indépendant d'ici quelques années. Donc, première des choses, Robert Kiyosaki recommande quand on prend son salaire, de dégager 10% de côté. 10%. Oui. Est-ce que déposer 10% peut-être chaque mois, combien de temps ferions-nous pour atteindre... Justement, mais vous savez, en matière de croissance financière, j'aime à croire qu'il est beaucoup plus question de stratégie que de délai de temps. Parce que en matière de prospérité, il faut vraiment penser en termes d'escalier, non en termes d'ascenseur. Quand vous montez l'ascenseur, à tout moment, ça peut descendre. Et le plus dingue, ce n'est pas quand vous descendez, c'est de savoir comment remonter. Mais quand vous prenez les escaliers, que vous allez étape par étape, vous connaissez le processus. Quand vous retombez, vous pouvez encore recommencer. Même quand vous êtes vieux, vous savez le processus. Et vous savez comment reprendre encore les escaliers, vous pouvez monter petit à petit. Donc, c'est beaucoup plus question de stratégie plutôt que de délai. Donc, il faut prendre les 10% et les mettre de côté. La seule manière de le faire, c'est de mentalement se dire que c'est une dépense. Tant que vous ne considérez pas, malheureusement, que les 10% que vous mettez de côté, c'est une dépense, mais que vous considérez que c'est une épargne, je vous assure, votre cerveau ne réussit pas à comprendre comment est-ce que j'ai tel besoin, tel je sais que je vais mettre. Le cerveau ne réussit pas à comprendre, je vous assure, et ça, c'est humain. Donc, première des choses, il faut dégager les 10% de côté pour l'investissement. Il recommande également de mettre 10% de côté pour, en cas où on a besoin d'argent de manière urgente et tout, on va appeler ça l'épargne classique. Il recommande maintenant d'investir 10% pour les causes sociales. Et maintenant, les 70%, vous pouvez maintenant les gérer tel que vous le voulez. Et il y a également des principes également pour la gestion de ces 70% aussi. Vous voyez, il faut avoir un budget et tout. La plupart d'entre nous n'avons pas un budget. Un budget pour ci, un budget pour ça. Et quand vous avez ce budget-là, il faut vraiment rester ferme sur l'utilisation de ce budget. Quand ça dépasse ce budget, il faut vraiment être rigoureux et dire non. Donc, et c'est ces 10% maintenant qu'on a mis de côté pour l'investissement qu'il faut maintenant pouvoir voir dans quelle source il faut l'investir afin de le faire fructifier dans le temps. Oui. Émeric, diversifier ses sources de revenus, c'est en effet pour ne pas compter quand on a envie de dépenser. Et s'il faut mettre 10%, quand est-ce que ces 10%, on va les investir, les fructifier et espérer ne plus compter, se faire plaisir comme on veut? Il faut dire d'abord que, vous savez, je crois que le coach parle de l'idéal.
Aujourd'hui, quand on fait face à la réalité, surtout dans le monde du travail au Bénin, c'est une réalité très pénible. Et vous le savez autant que moi. Aujourd'hui, le Béninois veut se contenter du peu. Hein. Et je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est ancré en nous. Quand on trouve un travail, on ne veut plus chercher autre, on ne veut plus, en tout cas, trouver d'autres cordes à son arc. On veut se contenter du peu qu'on a, et c'est pourquoi nous sommes de plus en plus pauvres. Il y a des gens qui sont des salariés, mais qui finissent en location, vous le savez très bien. C'est des gens qui n'ont pas peut-être... Peut-être que c'est un choix de ne pas construire. Non, bon, pas forcément. Qui n'a pas la volonté? Quelle personne normale n'a pas la volonté d'être chez lui, de rouler une voiture? Un Béninois surtout. Un Béninois surtout. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément une question de choix, mais c'est parfois la vie qui nous l'impose, c'est parfois nous-mêmes qui nous l'imposons parce que nous n'avons pas pu faire ce qu'il faut. Alors quand vous parlez de la diversification des sources de revenus pour un employé, je crois que c'est encore plus pénible quand vous faites face à certains emplois, face à certains employeurs également, dont même dans le recrutement, on vous demande votre disponibilité. Et donc, quand vous êtes disponible, c'est que vous vous consacrez à ce travail-là. Alors, quand vous vous consacrez à ce travail, quel temps vous avez encore pour penser à d'autres choses, pour penser à d'autres revenus secondaires? Je crois qu'il y a même certains employeurs qui vous interdisent carrément d'aller, en tout cas d'avoir d'autres activités outre que parce qu'on se dit que bon, peut-être que, et c'est peut-être vérifié, parce que quand vous avez plusieurs choses à la fois, vous n'êtes plus totalement efficace, vous ne vous donnez plus comme cela se doit. Donc je crois que c'est peut-être à tort ou à travers qu'ils le disent, mais aujourd'hui la réalité c'est quoi? Quand vous prenez la seule source de revenus que vous avez, le salaire que vous percevez de façon mensuelle, qu'est-ce que ce salaire-là fait aujourd'hui, avec notre réalité aujourd'hui? C'est rien. Quand vous faites le calcul, même vous voyez que vous travaillez, mais que vous ne gagnez absolument à rien. Donc je crois qu'il faut quand même que nous pensions réellement à cette diversification de sources de revenus et aussi penser à ce que notre salaire ne soit plus seulement ce sur quoi nous comptons. Parce que l'employeur, avec le système d'aujourd'hui, peut vous remercier à tout moment. Et donc, c'est ce qui fait accroître le nombre de chômage que nous constatons aujourd'hui. Voilà. Coach Vieira, si j'insiste sur les employés, c'est parce qu'on le dit souvent, quand on a un emploi, on n'a plus le temps. On est tout le temps occupé par cet emploi-là, alors qu'aujourd'hui, on nous appelle à la diversification. Comment est-ce qu'on fait pour avoir d'autres sources de revenus quand on n'est pas sûr d'être disponible pour mener à terme ces activités-là? Merci beaucoup. Madame, je pense que le gain de cette émission, c'est d'apporter un certain éclaircissement aux téléspectateurs. C'est ça. Et par conséquent, il faut aller à la base, il faut aller à la racine. Pour dire, c'est d'abord une question socio-culturelle. C'est d'abord une question socio-culturelle. Regardez le schéma de développement de l'être humain dans notre société. Naître, grandir, étudier, avoir son diplôme, chercher un emploi, aller à la retraite, mourir. Dans ce schéma classique, l'on n'estime pas le besoin. C'est d'abord une histoire de besoin. C'est parce que je sens le besoin de diversifier que je vais maintenant chercher à comment diversifier. Celui qui ne sent pas le besoin de diversifier, ne lui enseignez pas l'évangile de la diversification. Il dira, mais moi je gagne mon salaire, et il s'en contente. Encore qu'on nous dira un peu dans une autre maxime, dans une autre sagesse, contente-toi de ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais attendez, lorsque vous devez sortir à 17h30, et c'est heureux, j'encourage cette réforme du gouvernement où désormais les horaires sont revus à 17h30. Vous sortez à 17h30. Mais si vous ne rentrez pas chez vous, êtes là, c'est normal que le chef vous sollicite. Parce que le monde a horreur du vide. Vous finissez, vous avez un autre programme, vaquer à d'autres occupations. Qu'est-ce qui caractérise le salarié? On dit le salarié, c'est celui qui n'a pas de temps. Le salarié, c'est celui qui vend son temps. C'est ce qui distingue fondamentalement le salarié de l'entrepreneur. Pendant que l'entrepreneur vend son expertise, le salarié vend d'abord son temps. Et en conséquence, on évalue pour dire que le salarié ne trouve pas ce temps d'aller travailler. Mais je suis de ceux qui pensent que c'est faux. Oui, quand je le dis comme ça, je m'explique davantage. Allez-y. Lorsque vous finissez à 17h30, vous rentrez chez vous,
il y a des occupations de soirée. Je prends mon propre cas. Moi, je fais mes séances de coaching, mais en soirée, j'ai des entreprises dont je vais assister à la comptabilité parce que je suis comptable. Mais si je ne quitte pas l'entreprise, si je suis là, c'est normal que le chef m'exploite. Maintenant, je n'ai pas encore vu un employé qui vient à l'heure, qui rentre à la maison à l'heure, et le chef l'a renvoyé parce qu'il rentre à l'heure. Et plus loin, lorsque des urgences de boulot se posent, attendez, vous-même, vous êtes acteur de l'entreprise, on vous le dira, on a du travail, je ne veux pas rentrer à 17h30. Je ne fais pas appel à l'irresponsabilité. Quand on a du travail, il faut rester même au-delà pour travailler. D'ailleurs, les heures supplémentaires sont là pour ça. Bref, mais quand il arrive le moment de quitter, vaquer voir autre chose. Deuxième chose, la notion d'épargne. Le Bénin est une société traditionnellement d'éducation financière. La preuve, les tontines, c'est papier un peu partout, dans tous les coins de rue. Heureusement que le chef de l'État, le gouvernement est en train de mettre de l'ordre dans ce secteur. Mais à la base, nous sommes dans les tontines. Nos parents font 4 tontines, 5 tontines, 10 tontines, malgré leur salaire que nous pouvons estimer dérisoire. Des gens qui gagnent 50 000, 60 000, mais économisent plus que quelqu'un qui gagne 200 000 francs. Ça suppose quoi? Le degré de confort que vous recherchez. Dans chaque salaire, il y a le type de chambre que je peux louer, il y a le régime alimentaire auquel je peux me soumettre, il y a mon style de vie qui tout est réglementé. Mais lorsque j'extrapole, lorsque celui qui gagne 100 000 va louer une chambre de 30 000, vous voulez qu'il aille économiser pour un jour retrouver la liberté financière, vous voulez qu'il épargne pour un jour diversifier ses sources de revenus. C'est ce que vous épargnez qui constitue le capital à investir dans d'autres secteurs. Ce n'est pas de la magie. C'est ce que vous épargnez. Mais qu'est-ce que vous épargnez? Et ça rejoint ce que mon cher ami vient de dire. Modérez votre style de vie. Détachez-vous de toute considération des amitiés, du folklore. Moi, j'appelle ça les folklore du samedi. Et tenez voir l'essentiel. Vous allez voir que votre salaire que vous estimez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez épargner dedans. Somme toute, aller à dessus de revenus, c'est vrai. Pour l'emploi, c'est possible, mais il faut qu'il y ait la stratégie. Ce n'est pas une question de volonté, c'est d'abord une question de stratégie. Et ça passe par la gestion du temps. Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Première chose, quel est son style de vie? Comment est-ce qu'il trouve à épargner? Troisième chose, quelles sont les opportunités qu'il saisit dans la société? Si vous permettez, je remercie le coach, mais je pense bien que c'est d'abord une question de volonté avant la stratégie. C'est parce que vous avez la volonté que vous vous imposez, vous définissez une stratégie pour y arriver. Nous parlons de la possibilité pour un employé donc d'avoir plusieurs sources à son revenu. C'est une réalité qu'aujourd'hui, écoutez, moi je parle du contexte béninois. Et à travers donc plusieurs canaux, nous et des amis aussi, nous avons une idée sur ce qui se passe hors du Bénin. Restons dans le contexte béninois. Écoutez, moi j'ai été employé à plusieurs endroits avant donc d'entreprendre, et c'est une réalité que si vous êtes un employé et vous, c'est l'heure de sortie qui vous préoccupe à chaque fois, c'est que vous n'allez pas passer beaucoup de temps dans cette entreprise. C'est une réalité aujourd'hui. La plupart du temps, excusez-moi, c'est vrai que ce n'est pas toutes les entreprises, mais les contrats c'est pas des contrats écrits. Et donc, si vous faites de la pagaille en griffe, si vous ne respectez pas vraiment... La pagaille ou oui, non, je dis ça parce que c'est ainsi que l'employeur va prendre ça. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas comme priorité l'entreprise, alors qu'effectivement vous remplissez vos obligations comme cela se doit, vous n'allez pas rester longtemps. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui que l'employé qui a la volonté d'avoir une autre source de revenus a comme contrainte la disponibilité. C'est vrai qu'il faut sortir à 17h, ça c'est le public, je ne sais pas si les privés ont déjà commencé par mettre ça en application. Si c'est le cas, tant mieux. Mais 17h, même dans le public, il y a dans l'administration, parce qu'il y a des obligations, parce qu'on veut donc anticiper sur certaines choses. À volonté, on reste au bureau pour pouvoir donc vider certains dossiers. Donc, et quand vous allez également au boulot, vous travaillez toute la journée, ce n'est pas aisé donc de rentrer dans une autre activité et être efficace au cours de cette même journée. Il faut rentrer, se reposer, récupérer avant de penser à autre chose. Si vous faites de l'expérience de coach en affaires, certainement, vous allez comprendre que ce n'est pas si aisé. Donc, ce à quoi moi je pense comme solution,
astuce pour un employé, c'est plutôt ce que nous propose donc le coach, c'est de prendre les dispositions, d'accord, pour épargner. Ça s'impose à nous. Si vous avez la volonté d'entreprendre, d'avoir une source de revenus, commencez déjà la stratégie, la volonté, et puis la stratégie, pas épargner, pas mettre de côté quelque chose et à investir, mais investir dans une activité où au début, votre présence n'est pas indispensable pour manager. Une activité qui va vous permettre donc de loin d'orienter un autre employé à vous, et à la fin, comme le coach le fait, le soir, vous allez prendre connaissance de comment ça se passe, donner d'autres instructions. Le lendemain, eh bien, vous donnez des instructions, on applique, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette entreprise puisse également prendre corps et va vous rapporter de l'argent. Mais la présence physique, pour quelqu'un qui travaille sous la responsabilité d'un employeur au Bénin, c'est compliqué. Les gens le font, mais physiquement, ils ne sont pas là. Et s'ils doivent en parler, ils vont vous dire également que c'est bon, mais qu'il y a des difficultés. C'est plus pratique pour quelqu'un qui est libre, donc un entrepreneur, de se rassurer que c'est bon du côté numéro 1 et de commencer l'autre parce qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un de façon pour sa présence physique. Monsieur Sessou, vous êtes conseiller en orientation socio-professionnelle et quand vous parlez de trouver un emploi qui ne vous permet pas d'être là tout le temps, qui vous évite d'être là, vous parlez de quoi précisément? Parce qu'aujourd'hui, il faut donner des exemples et des cas pour permettre aux téléspectateurs de comprendre quelles sont les activités qu'on peut, selon vous, faire sans être là en tant qu'employé. Voilà. Lorsque vous avez, vous avez les moyens qu'il faut pour investir, il y a plusieurs exemples, je vais citer quelques-uns puisque vous en demandez. Moi, je suis dans les petites initiatives. Il faut rêver, mais il ne faut pas rêver grand, il ne faut pas aller au-delà de la réalité. Même une boutique dans laquelle vous mettez, vous vendez des chemises, de loin, vous pouvez conduire cette entreprise-là. Il suffit d'avoir le minimum, de prendre les dispositions. Avec Internet aujourd'hui, vous pouvez, même en étant au bureau, le temps de repos et autres, communiquer autour de cette activité-là, orienter les gens vers votre boutique ou vers votre boutique virtuelle, trouver quelqu'un qui peut livrer, ainsi de suite. En étant employé quelque part, vous pouvez mener cette activité-là. L'investissement. Vous investissez dans une activité qui existe déjà, que quelqu'un d'autre mène. Vous avez toute l'assurance nécessaire que ça va, qu'il n'y a pas de risque, enfin, il y a de risque en toute chose, mais que celui avec qui vous avez affaire, d'accord, vous pouvez lui faire confiance, vous investissez, vous travaillez ailleurs, cette activité. Donc, ce sont ces petites activités-là, une structure qui n'a pas besoin de votre présence, il y a beaucoup de cas. Et maintenant, investir dans une activité créée par une autre personne, et c'est cette personne-là qui sera disponible pour mouiller le maillot, mais quand il y a le résultat, parce que vous avez investi, vous avez également votre part. Vous parlez d'acheter des actions. Et voilà. Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui même dans un monde numérique. Aujourd'hui, vous savez combien d'emplois génère le domaine du numérique aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin, la présence physique n'est pas du tout opportun aujourd'hui quand on parle quand on s'en tient à certains domaines d'activité. Je crois que même de chez vous, vous pouvez travailler avec notre Android aujourd'hui. Ce que ça nous rapporte comme revenu dépasse même parfois ce que nous levons tous les matins pour aller faire. Donc je crois que aujourd'hui, et il faut qu'on souligne aussi qu'on ne travaille pas forcément pour s'enrichir. Au-delà du fait qu'on doit gagner de l'argent pour assouvir ses besoins, il faut d'abord travailler parce qu'on a envie de travailler. Il faut d'abord travailler aussi parce qu'on a quelque chose à apporter. Alors, si on se met cette volonté dans la tête, je crois que ajouter au fait qu'on doit avoir une stratégie donnée et gérer du mieux qu'on peut son temps, je crois qu'on arrive toujours à trouver le bout du tunnel. Maintenant, c'est aussi une affaire d'organisation. Vous le savez très bien, quand vous avez même le temps et que vous n'êtes pas organisé, vous perdez du temps. Donc, c'est tout un mélange rassemblé qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir plusieurs sources de revenus, ça dépend de vous-même. Donc, je crois que tout ce qui a été dit, l'objectif,
c'est de permettre aux gens qui nous suivent de comprendre que c'est possible. Travailler et avoir plusieurs codes à son arc, c'est possible. Mais il faut savoir s'y prendre, il faut savoir s'organiser. Monsieur Kokwaola, quels sont les autres secteurs dans lesquels on pourrait avoir des sources de revenus, que l'on soit employé ou pas? C'est vrai qu'on a axé beaucoup plus la discussion sur les employés, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas un contrat et qui ont plusieurs sources de revenus également. Oui. Quand on pense à ces personnes, on doit parler peut-être des personnes qui sont autonomes, des travailleurs autonomes et tout, des consultants et tout. Vous savez, aujourd'hui, on a 24 heures dans une journée. Même si vous mettez à travailler 24 heures sur 24 physiquement, je pense qu'au bout d'un mois, vous allez craquer. Donc, idéalement, pour augmenter ses revenus, c'est soit de faire travailler des gens pour vous et qui vous accompagnent dans ce que vous faites, ou de faire travailler votre argent pour vous. Alors, je pense que ce n'est pas un secret aujourd'hui de savoir que l'immobilier est déjà une source de revenus énorme. Et pour cela aussi, il faut de la stratégie et de l'astuce parce que investir dans un tel domaine, ça nécessite des capitaux suffisamment élevés. Évidemment. Et pour ça, il faut avoir de l'argent il faut avoir également de l'argent. Alors qu'on en cherche. Avoir des bons partenaires qui sont prêts peut-être à vous accompagner dans ce sens-là. Et tout dépend aussi, si vous avez des bons partenaires, tout dépend des relations que vous avez, des personnes que vous fréquentez, qui peuvent vous faire confiance et qui peuvent, pourquoi pas, vous confier des capitaux pour que vous puissiez les investir et qu'ils puissent avoir un retour sur ça. Et même quand on est consultant et tout, une autre manière d'augmenter ses revenus, c'est d'augmenter son taux horaire. C'est-à-dire, je vous explique. Je passe 1 heure dans une expertise donnée, peut-être que je suis payé, je donne un exemple, à 1000 francs l'heure, mais si j'augmente ma capacité, si j'augmente mon expertise, si j'augmente ma valeur entre guillemets sur le marché, je peux gagner 1 million l'heure. Donc se faire former. Se faire former, améliorer son expertise par rapport au type de connaissances ou à la valeur ajoutée que j'apporte dans le secteur, fait que je peux, mais même quand on est collaborateur, même quand on est salarié, c'est la même chose. Si, de par l'effort que je fournis, de par la productivité, de par la performance que j'emporte dans l'entreprise, je peux me vendre cher et devenir même une menace. Pourquoi pas à l'entreprise? Si je décide de quitter, l'entreprise est prête à augmenter mon salaire, multiplier par 6 ou par 20. Donc, on peut consacrer le même temps, mais il faut passer peut-être plus de temps à se faire former et à améliorer la valeur ajoutée que l'on a au sein de la société. Et je vous assure, quand vous avez une valeur ajoutée suffisamment énorme et que dans l'environnement, vous n'êtes pas suffisamment nombreux à apporter cette expertise, les gens sont prêts à payer 1000 fois pour vous avoir. Donc c'est également une manière d'augmenter ses revenus. Et ça vous permet de ne pas vous stresser à chercher partout, vous concentrer sur ce que vous faites et vous devenez excellent, tellement excellent que vous n'êtes quasiment, vous n'êtes pas nombreux à pouvoir donner ce que vous pouvez donner. Donc il y a également ces stratégies que vous pouvez utiliser. Et d'autres stratégies, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'investir dans des entreprises également qui marchent. Et je pense qu'aujourd'hui, si on analyse, il vaut mieux être propriétaire d'une entreprise que d'y travailler, naturellement. Et la meilleure manière aujourd'hui d'être propriétaire d'une entreprise, c'est d'y investir et d'être actionnaire de l'entreprise. Et quand on passe une journée, parce que moi je parle de cela, c'est important, le pouvoir de l'intention. Quelle est mon intention dans une journée? Si mon intention c'est d'acquérir plus de connaissances sur comment gagner plus d'argent, j'aurai plus de résultats. Parce que Einstein le dit, la folie c'est de continuer à faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Si jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas passé du temps à aller peut-être à la CCIB pour suivre des séances de formation, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Si je n'ai pas passé suffisamment de temps à écouter des émissions telles que celles qu'on fait actuellement, si je n'ai pas passé beaucoup de temps à lire des livres, à rencontrer des entrepreneurs, à aller sur des forums, etc., aujourd'hui, il faut que je change ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir qu'avec le temps, il y a beaucoup d'informations que j'ai. Même dans le domaine agricole, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans lesquelles vous pouvez investir. Il y a des types d'investissements que vous faites dans certains produits agricoles qui peuvent vous rendre fortuné d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il y a des informations que moi j'ai, mais c'est extraordinaire. Vous dites, mais où est-ce que j'étais quand tout ça existait? C'est seulement parce que j'ai compris qu'il faut changer de paradigme, il faut que j'aille à l'école de ceux qui réussissent pour apprendre auprès d'eux. Donc aujourd'hui, il y a des investissements qu'on peut faire à la bourse. La BRVM, ce n'est pas un secret pour... Enfin, je suppose que ce n'est pas un secret pour des gens. À travers la BRVM, aujourd'hui, on peut acquérir des actions. Il y a plus d'une quarantaine d'entreprises aujourd'hui qui sont cotées, dans lesquelles ça vous permet justement de pouvoir avoir ce temps-là pour investir. Parce que moi, je fais la différence entre l'entrepreneuriat et l'investissement. Ce n'est pas la même chose. Non. Un investisseur n'est pas un entrepreneur. Parce que ce n'est pas la même philosophie
Ce n'est pas les mêmes risques, ce n'est pas la même manière de voir. Et un employé, idéalement pour commencer, c'est bien pour lui d'être d'abord un investisseur. Et c'est après maintenant qu'il pense à être un entrepreneur. Coach Vieira. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque quelqu'un vous tape tous les matins, il vous tape tous les matins, et comme c'est devenu pratiquement une tradition, vous-même les matins, vous allez déposer la lanière, c'est que vous acceptez cette réalité. C'est ce que mon frère, mon cher ami doit comprendre avec moi. La situation de l'employé au Bénin, il y a des entreprises qui sont très très respectueuses de leur engagement. Il faut le reconnaître, ces chefs qui font l'effort de respecter leur engagement. La preuve, le coup du soir. Allez cibler un soir, prenez votre caméra, vous allez voir sur les parkings des voitures, des motos, ça veut dire qu'il y a toujours des entreprises qui continuent de respecter leur engagement. Et lorsque vous, par l'effet des choses, vous vous retrouvez dans une entreprise où, pour son image, l'entreprise n'est pas respectueuse de ses engagements, c'est d'abord ça, le contrat. Je travaille pour vous, voici mon temps de travail, voici mon salaire, voici les objectifs. Mais attendez, ayez le courage de quitter. Pourquoi on doit se résoudre à considérer qu'il n'y a pas de l'emploi à Bénin? Si je quitte maintenant, on va m'accueillir. Où est-ce que je dirais? Non, n'acceptez pas ces réalités. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque ça se passe, oui. je pense que c'est mon temps de parole. Et lorsque ça se passe comme ça, un jour, vous allez quitter l'entreprise, mais sans être jamais compétent, sans jamais tutoyer autre chose. Je donne un exemple. Vous prenez nos frères libanais qui viennent chez nous. Mais vous les voyez à Sekanji les matins? Pas souvent dans la position d'employeur, hein, pour qu'on ne dise pas que c'est pas son chef. Parfois, employés, il y a des Libanais qui sont employés. Mais quand ils finissent, vous les voyez dans un restaurant, c'est eux qui servent. Et les soirs, mais pourquoi ne... Vous allez sous d'autres cieux. Quelqu'un travaille de 7h à 14h, il quitte de 14h à 18h, il est ailleurs. Le jeune qui va loin doit médailler sa monture. Et en conséquence, doit s'habiller de ses principes et être performant. Lorsque vous êtes performant, vous amenez l'entreprise à prendre votre forme et à respecter également, à vous respecter également. Et maintenant, pour la diversification des sources de revenus, Oui. aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Vous prenez le secteur numérique, c'est très porteur. Vous pouvez avoir des boutiques en ligne. Vous prenez le système agro, de l'agriculture. Vous pouvez acquérir des fermes dans des zones que c'est, je ne vais pas citer des lieux, sinon je dis Zobodomec, ainsi de suite. Lorsque vous prenez le domaine de la représentation commerciale, bien sûr, vous pouvez avoir une boutique, faire de la représentation, prendre quelqu'un, et là, vous êtes représentant commercial. Il y a tellement d'opportunités. Je ne m'en arrête pas là. Vous prenez le secteur des médias. Vous pouvez être promoteur de pages web ou de télévision web. Ça ne nécessite pas votre présence physique. Autant de choses. Mais avant tout, n'allez pas dans ces domaines en tant qu'amateur. Parce que si vous y rentrez en tant qu'amateur, vous allez sortir sans rien gagner en poche et vous allez faire long feu. Voilà. Il faut se faire former. C'est obligatoire. J'insiste sur la formation. Oui, Monsieur Sessou, je crois que vous êtes d'accord avec le coach Vieira seulement que ce que vous dites également, c'est une réalité qui existe. Oui, je partage bien évidemment son avis, mais ce que je dis, ce n'est pas que qu'on s'avoue vaincu, mais c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des entreprises, des promoteurs d'entreprises qui sont vraiment clean, qui sont des exemples. On souhaite donc travailler avec ces responsables d'entreprise. Il y a également des entreprises qui respectent tout ce qu'on veut. Des entreprises au Bénin, on ne va pas les citer, évidemment. Mais c'est une réalité que la masse, c'est ailleurs. Le nombre le plus élevé, c'est ailleurs. Et c'est ce que nous décrions. Écoutez, c'est une réalité aujourd'hui qu'un jeune qui travaille, on craint d'être envoyé. Ne nous leurrons pas. Vous quittez, malgré vos compétences, on ne pleure pas. Le chef d'entreprise ne peut pas pleurer. Parce qu'il y a d'autres compétences et qui sont là et qu'ils veulent même avoir moins. Vous comprenez? Malheureusement, moi, je dis ce qui se passe. Oui. Ce qu'on vit. Et après ça, on pourra donc parler de l'idéal. Oui. C'est quand on va dire la réalité aux jeunes et qui vont comprendre, qui vont craindre ça, qui pourront avoir le courage de dire, eh bien, je ne vais pas, jusqu'à quand on va subir ça, et prendre des résolutions personnelles. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est bon. Vous savez, aujourd'hui, je remercie le coach qui vient d'aborder un aspect capital, c'est la formation. On ne rentre pas dans un domaine sans avoir les connaissances qu'il faut. Vous pouvez avoir la volonté d'avoir une seconde corde à votre arc, une deuxième source de revenus. Vous rentrez sans avoir donc les armes nécessaires, vous allez faire de l'à peu près, vous allez croire que vous réussissez,
mais ça va constituer le poison, je vais dire, pour votre évolution professionnelle. Il faut se faire former, que vous soyez déjà dans un autre, employé quelque part, ou que vous soyez entrepreneur, c'est qu'il faut se faire former, avoir les compétences nécessaires, d'accord, faire des preuves maintenant sur le terrain, parce que c'est ça. On ne crée rien, on dit que tout se transforme. Il y a déjà des entreprises sur le terrain qui font exactement la même chose que vous, mais si vous venez et faites à peu près, ceux-là ont déjà l'expérience, ces entreprises ont déjà l'expérience, et maintenant vous n'avez pas l'expérience, et malheureusement vous n'avez pas la compétence, qu'est-ce que vous allez fournir comme service, comme résultat. Et donc il faut se faire former, c'est capital, c'est important. Je remercie le coach Viera. Monsieur Sessou, je reste avec vous parce que je vais vous libérer d'un instant à l'autre pour recevoir une autre invitée. Pour vous, quel est le minimum de sources de revenus qu'il faut avoir? En termes de quantité, oui, de prix. Combien, non, en termes de combien, oui. Non. Puisqu'on a dit il y a plusieurs types de catégories de sources de revenus, c'est qu'il ne faut pas limiter ça. Mais c'est quand que ça nécessite notre présence physique que, écoutez, vous ne pouvez pas aller au-delà donc de ce qui est possible. En fonction de là où vous travaillez, de l'activité que vous avez déjà, est-ce que cette activité vous permet d'être présent physiquement ailleurs? Est-ce que cette activité vous permet donc de répartir les heures, vous faites demi-journée quelque part, demi-journée ailleurs? Si c'est le cas, tant mieux. Mais si on doit investir, acheter des actions, ainsi de suite, mais c'est limité. Autant vous achetez, c'est qu'il y a plusieurs canaux qui vont vous rapporter de l'argent à chaque fois, alors que vous n'êtes pas physiquement présent à tous ces endroits. C'est comme ça que je vois la chose. Merci beaucoup à vous, Childéric Sessou. Vous êtes conseiller en orientation socio-professionnelle. Je vous raccompagne. Retour en plateau, nous allons sûrement retrouver Madame Enya Loko dans un autre débat au cours de la semaine. Je reste avec les trois autres invités. Géraud Popola, coach formateur, responsable du service formation du cabinet Impact Plus. Justino Viera, coach en entrepreneuriat. Émeric Okupeli également, qui est sur ce plateau. Coach, vous voudriez vous prononcer sur les sources de revenus. Combien est-ce qu'il faut en avoir? Merci beaucoup. Vous savez, depuis le matin, nous parlons des sources de revenus, mais il faut avouer que toutes ces connaissances sont contenues dans une discipline que nous appelons l'éducation financière. L'éducation financière, c'est la discipline qui enseigne les moyens, les stratégies pour faire des choix judicieux et fructifier ses ressources financières, bien entendu. Et lorsque nous, en tant que coach en développement personnel, en éducation financière, nous évoquons ce sujet, nous nous inclinons toujours devant un homme, Robert Kiyosaki, qui est le père de l'éducation financière. Et me référant bien entendu à Robert Kiyosaki, il nous enseigne, il nous dit que tout homme, avant d'atteindre la liberté financière, il faut au moins 7 sources de revenus. Il faut au moins 7 sources de revenus. Moi, aujourd'hui, 7. Et lorsqu'on dit 7, beaucoup disent que c'est beaucoup. Moi, aujourd'hui, je suis à 4, mais j'estime que j'ai encore du chemin. 7, parce que vous avez un idéal. La liberté financière, c'est la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, sans vous soucier des ressources, sans vous soucier du volet financier. Alors, dans notre contexte, c'est ça la problématique, le questionnement. Dans notre contexte, comment est-ce qu'un individu peut avoir 7 sources de revenus? Est-ce que le même homme, et c'est heureux de savoir que dans notre développement, nous avons insisté, persisté en disant qu'une source de revenus n'a pas forcément besoin de votre présence physique. Lorsque vous vous positionnez en bourse, lorsque vous vous positionnez mon cher ami, on a parlé dans des thèmes très, très éloquents de la BRDM, on n'a pas besoin de votre présence physique. Lorsque vous prenez part dans vous achetez des obligations ou des actions selon le cas, on n'a pas besoin de votre présence physique. Les revenus viennent naturellement à vous. Lorsque vous faites des investissements immobiliers ou mensuellement vous percevez des loyers, on n'a pas besoin de vous. Là, je viens de citer 3 ressources. Lorsque vous prenez une ferme, peut-être quelque part à Massy ou sais-je encore, et ça vous génère de l'argent à part effet de vente des volailles, ainsi de suite, on n'a pas besoin de votre présence physique. Ça fait 5. Lorsque vous travaillez vous-même quelque part et vous avez votre salaire, votre présence physique est uniquement sollicitée à ce niveau. Ça fait 6. Lorsque votre expertise est sollicitée de façon ponctuelle, peut-être les samedis, peut-être les dimanches, peut-être à vos heures de pause, vous êtes expert et vous venez intervenir de façon ponctuelle dans une entreprise, vous gagnez de l'argent, ça fait 7 sources de revenus. Je viens de démontrer ainsi comment est-ce qu'un seul être humain peut avoir 7 sources de revenus.
Mais on risque de ne pas être fiable, oui. Oui, justement, quand vous parlez de 7 sources de revenus, c'est vrai que dans la théorie, c'est l'idéal. Maintenant, quand on s'en tient à la pratique aujourd'hui, de vous à moi, avoir 7 sources de revenus, est-ce que ça vous permet d'abord d'être efficace, d'être vous-même, de profiter réellement, voilà, de ne pas être, de ne pas trop vous, comment dit-on, vous donner pour justement l'argent. Merci beaucoup. Lorsque vous dites que c'est de la théorie, je vous donne un exemple pratique, à commencer par le sommet de notre pays. Vous prenez notre chef d'État, son excellent Patrice Talon. Prenez son parcours lorsqu'il voulait être président, lisez sa biographie. Vous voyez sa source de revenus. Ça dépasse certains. Donc, ce n'est pas de ça, c'est un cas pratique. Le modèle par excellence, moi, j'appelle en éducation financière au Bénin. Mais pour dire mieux, vous étudiez. Il faut comprendre que l'étude n'est pas une source de revenus a priori. Ça vous permet, comme le dit Amadou Cheikh Amindoukan dans l'ambition ambiguë, l'école vous permet de lier le bois au bois pour en faire un édifice de bois. Vous n'allez pas à l'école d'abord pour gagner de l'argent, mais d'abord pour raisonner. Vous devenez instruit, c'est l'instruction qu'on recherche. Et lorsque l'instruction acquise est vendue, ça vous génère de l'argent. C'est une mise à disposition de la connaissance. Et c'est pour ça qu'on dit que la connaissance ne peut pas s'acheter. On accompagne juste ce que vous échangez en connaissance. Alors, faire d'efficacité, je vous donne moi, mon cas. Je suis coach, je suis maître de cérémonie, je suis communicateur pour des entreprises en marketing. Mais attendez, vous avez dit que... Vous êtes comptable aussi. Je suis comptable aussi par ailleurs. Vous avez dit qu'à cause de ça, je ne suis pas performant. Il y a sûrement un domaine dans lequel vous donnez plus, ça. C'est bien ça en fait. A priori, il faut savoir ce que vous recherchez. Moi, je suis communicateur, mais à la base, je suis financier. Je l'exerce, je continue d'exercer. Mais mes 24 heures de la journée ne m'occupent pas pour la comptabilité. Il faudrait bien que je détache mes temps de pause, mes temps de distraction pour autres compétences, pour aller apprendre autre chose. Et c'est pour ça, c'est ce qu'il faut enseigner à nos jeunes, la polyvalence. La polyvalence en elle-même, qui est une source de diversification. Lorsque vous êtes polyvalent, vous vendez ce que vous avez dans plusieurs domaines. Donc, vous apprenez dans plusieurs domaines, mais sans désapprendre. Et c'est ce qui est recommandé. Coach Kokola, est-ce que tout le monde peut diversifier ses sources de revenus? Eh bien, je pense que de manière générale, la réponse est oui. Tout le monde, pour autant que, il faut le vouloir. Pour autant qu'il faut être également discipliné. C'est important. Pour autant qu'il faut avoir la bonne connaissance qu'il faut et également avoir de la stratégie. Donc, quand vous réunissez ces éléments-là, n'importe qui peut diversifier ses sources de revenus. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que pendant le temps que vous êtes en train de vous occuper d'une activité donnée, et que même pendant le temps que vous dormez, vous avez des entrées d'argent qui sont là et qui sont à votre porte parce que vous avez pu penser à tout cela. Mais ça prend du temps. Parce qu'il faut concevoir, il faut prendre du temps de réfléchir, il faut pouvoir optimiser les ressources que l'on a, peu importe le montant. Pour moi, il n'y a pas un soi-disant salaire qui est aussi bas qu'on ne puisse pas utiliser comme levier pour aller de là-haut. Non. Il s'agit beaucoup plus de la discipline et de surtout penser sur le long terme. Parce que si vous pensez sur le court terme, c'est douloureux, ça fait mal. Parfois même, vous n'êtes pas compris. Quand vous avez un conjoint ou une conjointe, c'est difficile de comprendre. Mais quand vous voyez sur le long terme, vous voyez que les sacrifices vous permettent de pouvoir vous en sortir. Et autre chose également, quand vous êtes inscrit sur le long terme, il ne faut pas rechercher le politiquement correct. Il ne faut pas rechercher les candidatons. Je connais des personnes qui, pour diversifier leurs sources de revenus, travaillent comme cadre dans une entreprise et qui le soir conduisent des médias. Parce qu'il sait qu'en épargnant ces salaires de ces médias-là, il peut se faire peut-être 30 000 francs d'économie le mois. Ça lui permet de faire 360 000 francs dans l'année. Et au bout de 2 ans, 3 ans, de mobiliser 1 million pour démarrer une activité. S'il devait regarder le politiquement correct, il se dirait, je suis cadre dans une entreprise, pourquoi est-ce que je roulerai la moto de minuit à 4 heures du matin? Mais je vous connais, je vous assure, il y en a qui font. Non, il faut se départir un peu de ce politiquement correct. Le politiquement correct, c'est justement de se dire, je suis un tel, je ne peux pas louer une maison de tel. Ah non. Pendant un temps, mettez votre ego de côté, mettez votre orgueil de côté, avalez votre fierté. Et si, pour le moment, afin de pouvoir optimiser vos revenus, vous devez aller louer dans tel endroit, il faut le faire pendant le temps qu'il faut. Ah non, moi je suis un tel, je dois m'habiller de telle qualité. Ah non, il y a un temps pour chaque chose.
Et pour pouvoir aller de l'avant, vous devez passer par là. C'est quand on ne veut pas passer par ces étapes-là que nos idées, en guillemets, vont vers des sources de revenus parfois hors la loi, en guillemets, parce qu'on se dit c'est la seule manière. Non, il y a des manières beaucoup plus stratégiques. Qui prendront peut-être du temps. Du temps, mais qui finalement vous permettront de pouvoir atteindre vos objectifs. Et quand on le fait, je vous assure, on est fier de son parcours. Et quand on est invité, quelque part, on peut raconter un peu son histoire parce qu'on sait par où on a pris, on sait les sacrifices qu'on a eu à faire. Tout le monde peut multiplier ses sources de revenus, peu importe le métier, peu importe sa situation de départ. Peu importe sa situation de départ, Émeric, je prends un étudiant ou une étudiante qui vient de finir sa licence, qui a fait j'ai l'honneur, qui a déposé plusieurs demandes de recrutement ou de stage, qui n'a rien, qui veut commencer par faire une activité ou diversifier ses sources de revenus en attendant d'avoir l'emploi souhaité. Pour vous, il peut ou il pourrait passer par où? Je crois que d'abord, quand vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des étudiants qui sont encore en formation, mais qui quand même bénéficient déjà d'un revenu mensuel ou en tout cas un revenu. Il y a beaucoup d'étudiants également qui sont des salariés. Oui, en fait, je n'aime pas trop cette appréhension qu'on a quand on voit des études, quand on dit qu'on est étudiant, c'est juste, il faut se réveiller le matin, aller à son cours, revenir le soir, tout ça. Il faut penser à ce que, il faut anticiper sur le travail, il faut anticiper sur un emploi. Parce que ce n'est pas quand vous finissez les études qu'il faut commencer déjà par réfléchir sur ce que vous allez faire. Encore qu'il n'y a pas une garantie quand on finit les études pour dire que oui, dès que vous finissez les études, vous êtes employé. Donc, la recherche de l'emploi se fait déjà à partir de votre formation. Et ça commence par le fait d'abord d'accepter d'être bénévole pour le moment. Il y a ça aussi que nos jeunes ne perçoivent pas souvent. Les gens pensent que déjà quand on commence un travail, il faut déjà s'attendre à un revenu mensuel. Non, on ne travaille pas. Il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on le leur inculque. On ne travaille pas pour de l'argent. On travaille d'abord parce qu'on veut apporter quelque chose. On travaille parce qu'on a quelque chose à vendre. Et c'est en vendant cette chose-là qu'on a, cette compétence-là qu'on a, qu'il faut s'attendre maintenant à un retour. Donc, je crois que même en étant sur les bancs, en tant qu'élève même, on peut avoir des sources de revenus. Il suffit d'avoir de la créativité, il suffit de réfléchir, il suffit de s'organiser parce qu'au-delà des cours, il faut quand même se faire de l'argent pour assouvir ses petits besoins, même quand on est élève ou étudiant. Coach Vieira, est-ce qu'une fois sur les bancs ou encore sur les bancs, on peut se faire des sources de revenus? Bien sûr, bien sûr. Comme je le dis souvent à mes apprenants, sur les jeunes que je coach, lorsque vous êtes sur les bancs, c'est le moment par excellence pour expérimenter, pour exceller, pour vous faire découvrir votre capacité entrepreneuriale. Et chaque fois, pour qu'on ne dise pas que nous faisons de la théorie, je prends chaque fois mon propre cas. Moi, depuis la classe de CE2, je vendais grâce à mon père. Depuis la classe, à partir de la classe de seconde, mon père ayant vu que je ne commence pas à réussir dans une activité, m'a mis dans une autre activité. Après le bac, il m'a mis dans d'autres activités. Donc, ainsi de suite, lorsque vous avez, peut-être que j'ai eu la chance d'avoir un père qui tôt m'a mis sur ce chemin, mais lorsque ceux qui n'ont même pas eu cette chance doivent pouvoir s'auto-former ou bien chercher dans la société des indicateurs, des personnes ressources capables de les accompagner sans jamais désapprendre. Le constat, beaucoup de jeunes s'aventurent dans le commerce, mais le revers, ils ne sont plus performants à l'école. Voilà, c'est ça. Il est dit souvent aussi que quand on commence par toucher à l'argent, on ne pense plus aux études. Ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité. Moi, quand je vendais des unités, ce n'était pas de gros bénéfices. L'esprit, c'est de m'habituer à l'idée commerçante, c'est tout. L'esprit, c'était ça. Donc, ce n'est pas des centaines de mille que j'engrangeais au point d'avoir un désamour pour les études. Mais s'insérer, commencer par dire, je suis commerçant, mais au bas niveau. Parce que c'est déjà l'esprit, c'est le plus important, c'est ce qui est recherché. Ce n'est pas, va faire du commerce pour te payer la scolarité, va faire du commerce pour te donner, faire des pays de vie, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est de rester toujours dans la tendance, rester dans la faveur du commerçant pour grandir avec. Émeric, vous avez une question? Oui, non, pas une question. Je crois que c'est d'autant plus possible aujourd'hui que c'est devenu
une obligation. Vous savez, les parents, à un certain âge, les parents ne peuvent pas tout faire. Et quand vous grandissez dans un environnement où vous n'avez pas forcément l'accompagnement qu'il faut, le soutien qu'il faut, je crois qu'il faut déjà que vous vous levez très tôt, que vous pensez à ce que vous ne finissiez pas forcément vos formations avant de commencer par gagner, même si c'est de petits sous. Vous savez, moi, j'ai eu quand j'étais au cours primaire déjà, j'avais cette intention de partager quelque chose avec mes camarades à l'école. J'ai vu que ils avaient besoin de quelque chose. J'ai ciblé certains camarades qui ont toujours envie de grignoter quelque chose à la récréation. En ce temps, nous n'avons pas une cantine qui était à nous à l'école. Oui. On allait à l'extérieur de l'école pour acheter. Donc, j'ai commencé par faire du toffee. Vous savez, les toffees de 10 francs à l'époque, je crois qu'avec une boîte de lait, ce que ça me rapportait, je ne peux pas vous le dire. Et je le fais chaque jour. Et j'ai des clients au-delà même de ma classe, même les professeurs, même les enseignants. Vous savez, donc, je crois que j'ai fait ça du CM1 au CM2. J'avais même pas envie de quitter l'école. Mais il fallait que j'ai eu le CEP. Voilà. Donc, je crois que... Et ça ne m'a pas empêché d'exceller dans les études. Donc, je crois que c'est une question d'abord de volonté, d'envie. C'est une question de volonté, d'envie et d'organisation. Oui, il faut avoir des petites sources de revenus, oui. Mais il ne faut pas laisser de côté les études, non. Il faut que, autant vous excellez dans vos petits commerces, autant il faut que vous excellez également dans vos études. Parce que, vous savez, ceux qui ont des entreprises, mais qui n'ont pas le niveau donné, qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas... comment dit-on, qui n'ont pas ce genre d'expérience ne réussissent pas souvent. Vous savez, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous-même, vous n'avez pas une plus-value, vous n'avez pas la compétence qu'il faut, vos employés se moquent de vous. Vos employés jouent avec vous. Donc, il faut autant avoir le souci d'entreprendre, mais à côté du souci d'entreprise, il faut également apprendre, il faut se former, il faut avoir la compétence requise. Parlant d'entreprendre, oui. Je voudrais ajouter aussi, il y a un élément qui est sorti de mon esprit tout à l'heure, qui est très important, il faut être ambitieux. Parce que, je vous assure, on nous inculque l'idéologie dès l'enfance qu'être ambitieux, c'est un péché, être ambitieux, c'est mauvais, vous avez les yeux plus gros que je ne sais pas quoi, et plein de philosophie. C'est très bon, mais lorsque ça tue en vous, votre capacité à pouvoir rêver grand, votre capacité à pouvoir développer votre plein potentiel et dépasser vraiment les limites, ça devient vraiment un problème. Donc, je pense qu'il est important et capital d'abord d'être ambitieux. Pouvoir augmenter ses sources de revenus, ça part d'abord de cet état d'esprit-là. Je suis ambitieux, ce que je gagne actuellement, je ne considère pas ça comme étant normal. Je pense que pour moi, la normalité, c'est tel nombre de millions, je ne sais pas, ou de milliards par heure ou par seconde. Et je rêve de ça d'abord. Et c'est partant de cette ambition qu'on va pouvoir maintenant déployer son plein potentiel pour se lancer, tomber, se relever jusqu'à ce qu'on puisse trouver l'idéal. Donc, il est important d'être ambitieux. Coach, pourquoi là, je reste avec vous. On a beaucoup parlé des activités dans lesquelles on peut diversifier ses sources de revenus. On a parlé peu d'entrepreneurs. On sait aujourd'hui que dans la recherche du mieux-être, d'une stabilité financière, il y a des personnes qui décident d'arrêter leur contrat, d'arrêter leur boulot pour entreprendre. Est-ce que ça, c'est une belle stratégie de diversification de sources de revenus? Alors, merci beaucoup. Je pense... En partie, oui. Et parce que, comme je l'ai dit, vous faites une différence entre l'investisseur et l'entrepreneur. Quand vous prenez le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vrai, les ambitions énormes peuvent vous y conduire, mais il faut beaucoup plus être attaché à un idéal quand on veut entreprendre. Parce que quand vous entreprenez dans un domaine donné, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est pour votre famille, c'est pour également votre nation. Mais c'est également pour l'humanité, quand vous entreprenez. Aujourd'hui, on parle des téléphones Android et tout. C'est pour l'humanité. Celui qui l'a inventé, ce n'est pas resté seulement dans ses mains.
tout le monde en profite aujourd'hui. Quand le micro devant lequel je parle, celui qui l'a inventé, je vais dire, c'est un héritage qu'on laisse à l'humanité. Donc, quand on décide d'entreprendre, il faut vraiment analyser plusieurs aspects avant de pouvoir décider de quitter un emploi et d'aller. Parce qu'au début, à moins que vous ayez pris le temps, pendant que vous étiez employé, de vous lancer, entre guillemets, de faire de l'entrepreneuriat à blanc, entre guillemets. Quand j'appelle de l'entrepreneuriat à blanc, c'est-à-dire, vous avez encore votre poste, mais vous essayez, vous investissez de l'argent, peut-être ça prend, ça ne prend pas, ça vous permet de prendre du recul, d'analyser, de revoir la stratégie, de revoir votre copie. Et quand ça commence pas à générer des revenus un peu stables, que les revenus dépassent les revenus de votre employé, de votre emploi, vous décidez de quitter. Quand vous l'avez fait, c'est un peu plus aisé. Mais quand vous décidez du coup, parce que vous êtes ému, parce que peut-être vous avez suivi cette émission, et que du jour au lendemain, le gars il décide de venir au bureau, il dit bon, je suis malade de démission, je vais me lancer dans. Parce que l'entrepreneur, dans ce cas, ça va être du hasardeux. Vous n'avez pas eu le temps de mûrir l'idée, vous n'avez pas pu faire des expériences, vous n'avez pas fait de la planification, vous n'avez pas fait. Vous ne vous êtes pas projeté sur le long terme, vous n'avez pas mis en compte beaucoup d'éléments, vous vous lancez, vous risquez très tôt de le regretter. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est une question de caractère également. Parce que si vous n'avez pas le caractère qu'il faut, un entrepreneur, c'est celui qui, au début, quand il commence par entreprendre, c'est celui qui, dans sa tête, se dit qu'il peut fonctionner même 1 an sans avoir de revenus. Et tant que dans sa tête, il n'est pas prêt à accepter cette réalité pendant un temps, pour que dans les années à venir, il puisse générer maintenant autant d'argent qu'il voudra, au début, il risque vraiment de se dire qu'il a fait le mauvais choix. D'où, c'est une idée également de pouvoir décider de quitter son entreprise. Et c'est derrière ça même l'idéal. Mais pour cela, il faut avoir une idée d'entreprise donnée. Il faut avoir un projet d'entreprise qui vient vraiment de votre cœur. Il faut avoir une passion pour ce dans quoi on veut entreprendre. Et lorsque vous avez cette passion-là, même quand vous avez des challenges, même quand vous avez des défis, vous croyez en vous. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas la passion, je vous assure, quand vous entreprenez, vous faites 1 an, 2 ans, vous risquez de douter. Et quand vous doutez, vous vous dites non, il faut que je revienne encore là où j'étais. Donc pour ne pas douter, il faut être vraiment passionné. Il ne faut pas seulement que ce soit la quête simplement du revenu qui vous emmène à décider de quitter votre entreprise et d'aller vous lancer dans l'entreprise. Sinon, vous risquez de regretter. Et surtout, il faut apporter la solution à un problème. Bien entendu, l'entrepreneur, c'est celui-là qui rêve. Mais il rêve à partir d'un problème. Et dans sa perspective de résoudre ce problème, il parvient quand même à proposer une solution. Et faudrait-il encore que cette solution soit acceptée de la société ou qu'il trouve les voies et moyens pour faire accepter la solution à la société. Mais ce qui est fondamental à souligner lorsque nous parlons de l'entrepreneur, je suis contre ce langage qui estime que pour être un entrepreneur, il ne faut jamais être employé. Parce que le meilleur employeur, c'est celui qui a été un employé. Le meilleur employeur, c'est celui qui a été un employé. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de la liberté si vous n'avez jamais été esclave. Il faut avoir été esclave pour connaître les réalités, les difficultés, les boulimies dont souffre celui qui est dans cette situation. Alors, comment devons-nous appréhender la situation d'employabilité? Est-ce un renoncement, une renonciation à ce que nous appelons l'entrepreneuriat? Non, ce n'est pas le cas. L'employé utilise l'entreprise comme un champ pour mieux peaufiner, pour mieux se former. Nous parlons de la formation pratique. Et c'est pour ça, on vous dira un peu plus loin, il y a les stages académiques professionnels pour amener le jeune à démontrer la connaissance théorique à la connaissance pratique. Mais lorsque vous finissez d'accepter, d'acquérir la connaissance qu'il faut, il faut quitter. On ne vient pas dans une entreprise pour mourir dans l'entreprise. Oui, parce qu'il y a des gens qui pleurent quand ils quittent l'entreprise. Non, mais ce n'est pas la maison de ton père, ce n'est pas la maison de ta mère. Pourquoi tu cherches à mourir dans l'entreprise? Il faut t'y attendre psychologiquement. Nous sommes des aventuriers et de façon ponctuelle, tu dois faire 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans cette entreprise pour apporter quelque chose. Mais quand tu finis ta mission, il faut quitter. Et parfois, quand tu ne quittes pas, mais il y a des indices qui te montrent à suffisance que tu as fini ta mission dans cette entreprise. Mais... Tu vois que ton chef qui t'appréciait te menace tout le temps, il t'humilie tout le temps lors des réunions. Et si ce que tu lui faisais il y a 2 ans, il appréciait, tu lui fais la même chose, mais il trouve que tu es improductif.
Quand ça vient comme ça, tu as fini ton job, tu as fini ta mission, il faut quitter. Mais comment il faut le savoir? Mais lorsque je viens dans l'entreprise, je viens pour un temps. C'est déjà ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut comprendre. On ne vient pas dans une entreprise pour mourir dans l'entreprise. Je viens parce que je vais atteindre un objectif. L'objectif, ce n'est pas d'abord l'argent. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre prise de parole. On ne vient pas dans une entreprise d'abord pour le salaire. Mais on vient parce qu'on voit le challenge. Et lorsqu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'engouement. Et s'il n'y a pas d'engouement, il n'y aura pas de résultat. Après 5 ans dans une entreprise, au même poste, mais vous tombez dans la routine. 3 ans pour certains. Parce que ce qu'il faut faire, les cahiers de charge n'étant pas évolutifs, mais vous venez au boulot, mais vous faites la même chose. Donc, il n'y a plus l'aspect challenge, il n'y a plus cet engouement. Et c'est pour ça, dans la fonction publique, vous voyez les affectations pour entretenir le challenge. Lorsque je reste à Cotonou, après on m'envoie à Basila, après on m'envoie à Djougou, pour que je sois toujours dans cet aspect, dans cette dimension, dans cette prédisposition de découvrir, d'apporter quelque chose de nouveau. Alors, l'entrepreneur, lorsqu'il finit d'apporter ce qu'il faut à l'entreprise, et il finit également de prendre de l'entreprise, il doit prendre la décision courageuse de quitter. Et s'il ne quitte pas, le divin étant en tout homme, on lui fait quitter. Je dis bien, on le fait quitter. Et par les exemples que je viens de donner. Et lorsqu'il vient maintenant à son propre compte, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. C'est quoi l'intrapreneuriat? L'intrapreneuriat, c'est le fait d'aller dans le business des autres, d'aller dans l'activité des autres et trouver également ce qu'on peut apporter. Le plus. Le plus qu'on peut apporter. Parce que moi, mon entreprise n'est pas encore à ce niveau de maturation où je peux en vivre naturellement. Et lorsque l'entreprise elle-même est à la phase de croissance, ça veut dire qu'on a dépassé la phase de lancement, à la phase de croissance, il faut faire ce qu'on appelle la diversification des DAS, ce que nous appelons en marketing les domaines d'activité stratégique, à travers les 4 portefeuilles. Parce que l'entreprise étant, par analogie, un être qui est appelé à mourir, même si en droit on dira que l'entreprise vit sur 99 ans, mais c'est la diversification des entreprises, des activités, qui fait que l'entreprise peut durer dans le temps. Alors, si vous créez votre entreprise, vous commencez peut-être, que dis-je, dans le domaine du courriel, mais après, aller dans le domaine du transport, après, aller dans le domaine de l'hébergement, après, aller dans le domaine de la communication. Regardez les grandes entreprises qui sont dans le domaine du GSM, mais ça va vous surprendre. À la base, on ne connaissait pas les transactions mobile money, mais c'est dans le besoin de la diversification qu'on le fait. Prenez d'autres entreprises que je ne vais pas citer. Ils sont dans choses aujourd'hui, après, vous les voyez dans d'autres domaines. Et 4e chose pour finir, les valeurs de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui est infatigable, mais qui a l'humilité d'aller vers quelqu'un pour dire « je suis fatigué ». Je dis bien l'entrepreneur qui est infatigable, mais qui par humilité peut aller vers quelqu'un pour dire « je suis fatigué ». Mais cette personne est celui qui peut le relever. On ne dit pas ses problèmes à tout le monde, on le dit uniquement à celui qui est en capacité de vous relever. Peut-être une question. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'investissement, d'investir dans tel ou tel domaine. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent actuellement qui peut-être se demandent, mais où est-ce qu'il faut trouver les fonds pour investir? Tout à fait. Votre premier revenu est la source de votre richesse. Ceux qui ont lu le livre de Aliko Dangote sont d'accord avec moi. C'est votre premier revenu, tout part de là. Parce que, même ceux qui ont lu le livre La vache de ma mère sont d'accord avec moi. Oui. C'est l'existant qui crée le futur. En jargon business, on vous dira que c'est l'argent qui appelle l'argent. C'est ce que vous avez aujourd'hui. C'est de ça que vous avez parti pour construire votre empire. Je prends un exemple. Vous commencez en tant qu'employé, on vous donne 100 000 francs. Mais attendez, ces 100 000 francs, c'est d'abord le minimum qu'on vous donne pour commencer, pour lancer votre richesse. Si dans les 100 000 francs, vous parvenez à économiser 30 000 francs sur 12 mois, vous voyez ce que ça fait? Et le capital réuni, dans la 2e année, vous allez prendre des actions, puisque vous êtes au bureau. Vous n'avez pas le temps d'aller au marché comme les autres. Après, ça devient 2 sources de revenus. Les revenus issus du placement, vous les investissez pour aller acquérir une parcelle ou bien une ferme quelque part. Ça devient 3 revenus. Donc, ainsi de suite, vous construisez votre empire. C'est vrai que c'est un exemple, mais de vous avoir 100 000 francs aujourd'hui pour un employé est-ce qu'il a le temps d'épargner 30 000 francs? Mon cher ami vient de dire quelque chose, il n'y a pas de salaire petit incapable à l'épargne. C'est vous-même qui définissez votre train de vie, votre rythme de vie. Si vous gagnez 200 000 francs et quelqu'un vient vous voir dans une chambre à louer de 15 000 francs, mais s'il a pitié de vous, la vie est personnelle.
décidez de là où vous allez et prenez, faites le sacrifice qu'il faut maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez pécher demain. Autant mieux se sacrifier maintenant. Coach Pokola, on a parlé de partir de ce qu'on a. Vous l'avez dit, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Partir de ce qu'on a ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'argent. On a parlé également de l'expertise, de ce qu'on a en matière de connaissances à partager. Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont des enseignants de maison, qu'on appelle des répétiteurs, voilà. Alors oui, et pour cela, il est important au début, à partir de ce que l'on a, il est important au début de faire un bilan auto-personnel. Parce que si on ne fait pas un diagnostic de soi-même, on a l'habitude de le faire pour des entreprises, on parle de SWOT, on parle de force, faiblesse, etc. etc. Quand soi-même, on n'a pas pris le temps de se découvrir, de découvrir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les opportunités qu'il y a, ou quelles sont les menaces au niveau individuel, cela va de soi qu'on ne peut pas découvrir qu'est-ce que je peux apporter à autrui. Donc, il faut partir déjà de la base de ce bilan-là. Il y a des outils pour le faire. De savoir exactement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelles sont actuellement mes capacités. Quelles sont actuellement les expertises dont je fais preuve. Quelles sont actuellement les valeurs ajoutées que j'ai. Quels sont actuellement les savoirs et les connaissances que je peux mettre à disposition d'autrui. Deuxièmement, se poser la question de savoir qui sont les personnes aujourd'hui ou les sociétés dans lesquelles avec lesquelles nous travaillons et tout, qui peuvent être, je vais dire, des bénéficiaires de ce que moi j'ai à apporter à ces entreprises-là. Et quand vous posez cette question de savoir, un, qu'est-ce que je peux apporter, deux, quels sont ceux qui peuvent avoir besoin de ça, vous commencez mieux par voir que oui, il y a des opportunités aujourd'hui qui font que il y a des choses que j'ai et que je peux apporter à autrui. Ça peut être simplement le fait de pouvoir entraîner quelqu'un pour faire du sport. Tu peux être dans un domaine donné, mais être entraîneur sportif le week-end. Ça peut être le fait peut-être d'entraîner quelqu'un à jouer la guitare ou le piano, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup également de domaines dans lesquels aujourd'hui on peut développer de l'expertise et apporter une valeur ajoutée à autrui afin de pouvoir gagner de l'argent. Cela va de soi dans le sens où on ne prend pas forcément en compte le fait de mettre à profit l'argent, mais mettre à profit son expertise, sa capacité de pouvoir être une solution pour autrui. Et ça se fait beaucoup, quand vous voyez dans les pays développés, ça se fait beaucoup. Quelqu'un peut être enseignant à l'université le matin, le soir, travailler à l'hôpital pour peut-être surveiller peut-être les retraités. Oui. Vous voyez, donc il y a plein d'initiatives qu'on peut développer aujourd'hui, rien qu'en partant sur la base de qu'est-ce que je sais faire. C'est de là, je pense que c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on a le métier de consultant. La plupart des consultants, c'est des gens qui travaillent dans leur cabinet ou dans leur entreprise, mais qui vendent leur expertise à d'autres personnes, peut-être de manière ponctuelle. Donc, on peut faire ce bilan-là et se poser la question de savoir en quoi est-ce que je peux être une valeur ajoutée. Je peux être journaliste, mais vendre peut-être mon expertise en communication à un cabinet ou à une entreprise peut-être qui est dans un autre domaine, qui n'a rien à voir. Donc, tout dépend de est-ce que je suis conscient, je fais ce bilan au niveau individuel pour être conscient de quelle est la valeur ajoutée que j'ai vis-à-vis de ma société. Merci à vous. Nous allons marquer une petite pause pour installer Nafissatou Hassani. Sur un plateau, Nafissatou Hassani est déjà installée. Bonjour à vous, Nafissatou. Bonjour Halila, amis téléspectateurs, bonjour. Nous avons quelques messages ce matin. Oui, nous allons commencer par celui de Daniel. Mais mettre tout son avenir financier dans une seule source de revenus, c'est très risqué. Oui, c'était la façon de faire il y a un siècle, mais les temps ont changé. Rien n'est plus certain que rien n'est sûr en ce moment. Pour combien de temps ça peut encore fonctionner? Des semaines, des mois, des années ou peut-être jusqu'à demain, on ne sait pas. Et c'est pourquoi il est hyper important de multiplier des sources de revenus. En bas de 5 sources de revenus différentes, tu es à risque. Merci à Daniel. Il y a Adèle qui nous dit, c'est très opportun, tu as la possibilité de répondre à tes propres besoins, de la famille et beaucoup d'autres choses. Émeric. Oui, je crois que c'est tout ce qu'on a eu à dire tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez plusieurs sources de revenus, ça vous permet d'avoir la tête tranquille, ça vous permet d'être posé, de réfléchir mieux. Mais dès qu'un problème survient, vous avez au moins ce sur quoi compter. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est d'autant encore plus difficile que même les soucis vous emportent parfois. Donc je crois que c'est l'idéal, seulement que bon, le processus pour atteindre ce niveau, ce n'est pas du tout facile. Non plus, oui.
Il y a Spero qui nous dit qu'il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Avoir plusieurs sources de revenus permet d'arrondir les fins de mois, de s'offrir une marge de manœuvre excédentaire et de se garantir une sécurité financière plus ou moins optimale. C'est ça. Avoir plusieurs sources de revenus est primordial. C'est très important. Il ne faut jamais compter sur une seule source de revenus. Si au final ça ne donne rien, ça veut dire que vous ne serez pas en mesure de faire ce que vous devez faire, les charges et consorts. Il ne faut jamais compter sur une seule source de revenus. De un, parce que ça ne suffit jamais à nos besoins, et de deux, ça ne peut rien donner à la fin. Coach Vieira. Mais vous savez, je suis tellement d'accord avec ce message et ça m'amène à inviter nos amis téléspectateurs à en découdre avec une sagesse, dit-on, sagesse qui embrasse trop mal les trains. On vient de dire, il faut diversifier ses sources de revenus. Et au-delà même de l'aspect financier, ça vous permet d'être sainement occupé. L'occupation saine. Parce que quand quelqu'un veut venir vers vous, ou bien chez vous à la maison, il se dira, mais si je l'appelle maintenant, c'est celui qui doit être quelque part. C'est celui qui est en train, c'est celui qui est en train, c'est celui qui est en train. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps de vous mettre dans des commérages, dans des bavardages, ou bien de vous mettre dans de mauvaises compagnies, aller boire, passer, rester quelque part dans une jusqu'à 2 heures, 3 heures, parce que vous avez affaire. Et quand vous avez affaire, encore, il faudrait que ces occupations soient pour des sources de revenus. Et c'est pour ça, il faut également faire l'invite suivant laquelle transformer sa passion en source de revenus. Parce que la passion est déjà naturellement prédisposée à la perfection. Mais imaginez, lorsque je parviendrai à faire de ma passion une source de revenus, je n'aurai plus de temps d'ennui. Aujourd'hui, quand on va faire du coaching, beaucoup estiment que actuellement je suis en train de faire une tournée à l'intérieur du pays. On dit, mais il est très occupé, mais est-ce que tu te reposes? Mais moi, je ne suis pas occupé, je m'amuse. C'est que je suis parvenu à faire de ma passion, de ma distraction, mon métier. Et là, tout se passe sainement. Coach Popola. Je pense que Coach Vieira a déjà dit la majorité de l'essentiel quand même qu'il faut maintenir. Et vous voulez avoir une vie prospère. Mais il y en a qui parfois se disent qu'ils ne veulent pas être riches. Il y en a qui se disent que l'argent, ce n'est pas bon et tout. Je retiens toujours cette phrase de Robert Kiyosaki qui dit, même si vous trouvez que l'argent n'est pas important, l'argent est utile pour les choses qui sont importantes. Donc, qu'on le veuille ou pas, vous avez besoin de cet outil-là. dont on a besoin afin de pouvoir avoir les choses les plus importantes. On a besoin d'argent. Oui. Et pour ça, il faut aller à l'école de l'argent. Il faut aller à la science de l'argent. Il ne faut pas dire qu'on déteste l'argent. Non. Parce qu'on ne peut pas courir vers quelque chose qu'on déteste. Et on ne peut pas avoir quelque chose qu'on déteste. Il faut aimer l'argent. Il faut l'aimer modérément. Il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier à sa juste valeur pour ce qu'il peut faire dans notre vie. Et pour cela, il faut se faire former. Aujourd'hui, c'est important. Ah oui. Et je recommande fortement ce livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est un classique de développement personnel financier, afin qu'on puisse vraiment apprendre les notions par rapport à ce qui est lié à l'argent. Et toute la gamme des livres de Robert Kiyosaki, parce qu'il en a écrit au moins plus de 5 ou 6. Moi, j'ai lu tous. Même ce matin, j'en ai lu encore avant de venir sur ce plateau. Parce que chaque fois que je lis une phrase de Robert Kiyosaki, il m'inspire à aller toujours plus haut. Donc, il faut rester dans cet environnement-là. Et vraiment aussi, je demanderai à faire cet effort-là, entre guillemets, d'exorciser son environnement. C'est important. Exorciser son environnement. C'est-à-dire qu'il faut que je passe du temps avec des personnes qui ont les mêmes idées que moi, les mêmes pensées que moi, les mêmes rêves que moi. Parce que si je dois passer mon temps avec des gens qui disent la vie est dure, on ne peut pas faire ci, ton salaire n'est pas suffisant, tu as trop de l'ambition, je ne peux pas, c'est pas possible que je sois prospère. Il faut que je fréquente des gens comme le coach Vieira, il faut que je fréquente des gens comme... c'est ça ta vraie famille. C'est ça, parce que c'est eux qui m'amènent à aller de là-haut. J'ai besoin des gens qui m'encouragent, des gens qui me motivent, des gens qui m'inspirent. Donc, il faut exorciser son environnement et avoir seulement autour de soi des personnes qui vous hissent vers le haut. C'est important. Le dernier message vient de Gabriel Adamou. Bonjour le plateau. Avoir une combinaison de ces différentes sources de revenus multiples est une excellente idée.
Non seulement vous disposez de plusieurs sources de revenus, mais vous aurez également un portefeuille bien diversifié. Cela permet de constituer un patrimoine et constituer également un élément clé de la planification de la retraite. Il existe de nombreuses idées de sources de revenus multiples, mais il est important que vous fassiez vos recherches à l'avance pour chaque source de revenus ou investissement que vous recherchez. De cette façon, vous êtes bien conscient de ce dans quoi vous vous embarquez, y compris des risques associés. Par conséquent, le fait d'en savoir plus sur les investissements et les sources de revenus vous mettra sur la voie de la réussite financière. Pour finir, je reprends les mots de l'écrivain Mokhtar Keïta, je cite, « La source de la gloire et du bonheur est dans nos activités génératrices de revenus. » Oui, je crois que une chose est d'avoir plusieurs sources de revenus, mais une chose aussi est de savoir gérer ces sources de revenus-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, sont des personnes, je dirais même... Qui ont eu du succès Qui ont eu du succès, ou même au-delà du succès, qui, à un moment donné de leur vie, en tout cas, on ne peut jamais penser qu'ils pourraient encore chuter. Mais ça arrive parce que ces différentes sources de revenus n'ont pas pu être gérées comme cela se doit. Donc, je crois que oui, il faut avoir plusieurs sources de revenus, mais il faut savoir les gérer. Je donne un exemple. Vous le savez, il y a des autorités qui, à un moment donné de leur vie, étaient à un niveau de responsabilité donné. Mais aujourd'hui, quand vous les voyez, vous avez pitié d'eux. Vous êtes même plus à l'aise qu'eux parfois. Donc, je crois que quand vous êtes à un niveau donné, c'est vrai qu'on a plus cette... vous savez, quand vous avez un niveau de responsabilité, vous n'avez plus forcément les rudiments qu'il faut, les réflexes qu'il faut pour pouvoir... profiter de cette opportunité, de ce temps que vous avez. Donc, parfois, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec peut-être ce que le minimum, et vous finissez par regretter. Donc, je crois que quand vous avez la chance et la vie vous offre une opportunité, vous offre une chance, il faut avoir le réflexe de profiter, il faut avoir le réflexe d'économiser, il faut avoir le réflexe d'avoir plusieurs cordes à son arc pour que demain, si ça ne marche pas, ou bien demain, si le contrat est rompu, que vous puissiez, vous soyez en mesure de faire face à vos besoins, parce que plus vous grandissez, plus les besoins grandissent également, plus vous avez de responsabilités et plus vous avez de charges. Oui, je pense que ça a soulevé chez moi l'intervention de M. Émeric, une chose importante. Deux choses importantes d'ailleurs, je dirais. Vous allez le retrouver dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est de faire la différence, parce qu'il parle de beaucoup de revenus, d'accord, mais si chaque fois que je gagne, ça part dehors, je ne vais pas m'enrichir comme ça. Donc, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle un actif et un passif. Et deuxièmement, le jour où j'ai appris cette deuxième chose-là, ça a changé, bouleversé, je vous assure, ma manière de penser. Il faut faire la différence entre l'argent et la richesse. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous assure, ce n'est pas du tout la même chose. L'argent n'est pas égal à la richesse. On en a pour preuve des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui ne se sont pas enrichis ou qui du jour au lendemain ont tout perdu. La richesse, c'est quelque chose qui vous crée plus d'argent. Mais l'argent, mal utilisé, peut ne pas créer la richesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple. Je gagne énormément d'argent, supposons 1 million, 3 millions, 5 millions, peut-être même par semaine. Quand je le gagne, je vais dans tel hôtel, je voyage à Dubaï, je fais tout et tout. En 10 ans, j'ai rien économisé. J'ai aucun actif parce que j'ai tout dépensé dans des passifs. Mais la richesse, c'est quoi? J'ai pris 3 millions par semaine et tout. Je me suis acheté 100 hectares quelque part. Je me suis acheté tel immeuble quelque part. Je me suis acheté des actions d'entreprise. Ça, c'est en train de créer de la richesse. Ce qui fait que ça va me générer plus d'argent. Et vous allez voir, la plupart des gens fortunés, c'est des gens qui ont plus de richesse que d'argent. Quand vous prenez actuellement l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, quand vous le prenez, que vous le kidnappez, je donne un exemple, et que vous demandez une rançon, oui, je donne un exemple, et que vous le kidnappez, que vous demandez une rançon, je vous assure, il n'a pas 10 milliards de dollars sur son compte. C'est-à-dire, en termes d'argent liquide, il n'en a pas. Mais il a des richesses, c'est-à-dire, il a des entreprises, il a de l'immobilier et tout. C'est ça qu'on appelle la richesse. Et il comprend ça. Donc, il se bat pour conserver sa richesse, parce qu'il sait que c'est ça qui va lui générer plus d'argent. Donc, pour moi, l'argent, c'est important, à condition qu'on le transforme en quoi?
en richesse, c'est-à-dire en actif, qui peut vous générer plus d'argent même quand vous tombez. Donc, c'est important qu'on puisse... On dit chez nous que bon, c'est partout. Quand on meurt, on ne part pas avec sa richesse. Ah oui. Quand tu verras comment gérer ses sources de revenus, bien gérer ses sources de revenus. Bien gérer ses sources de revenus, comment déjà par la création de l'actif. Il faut multiplier les actifs. Vous savez, quand on parle de l'éducation financière, l'agence des revenus, c'est une équation. L'équation entre charges et revenus. Lorsque ce que vous dépensez est supérieur à ce que vous gagnez, c'est que d'office, vous êtes dans un écart défavorable. Vous êtes un pauvre habillé, vous êtes un pauvre habillé comme un costume qui donne l'apparence d'un riche, d'être riche. Et ça se passe beaucoup. On voit ça à l'éducation Légion. Beaucoup qui donnent l'apparence, ce qu'on appelle des signaux de succès, mais en réalité, il n'en est rien. Donc, il faut réellement résoudre cette équation en faisant de telle sorte que vos charges soient inférieures à vos revenus. Et il faudrait que l'argent que vous gagnez aujourd'hui soit le puits, la source, qui va vous permettre de fructifier, qui va vous permettre de rendre plus fructueux votre richesse demain. Et au-delà de tout, il faut se débarrasser de l'apparence. Il faut être des hommes sincères. Moi, je me rappelle un jour quand j'avais mon pouce-pouce et quand vous venez louer, si je suis à la maison, moi-même, je vais conduire la chute. Et ça, quelqu'un m'a vu dans la rue et dit, mais toi, avec tout ce que tu dis là, toi, tu fais encore pouce-pouce? Non, moi, je ne fais pas pouce-pouce. Moi, je gagne de l'argent. Puisque s'il venait louer, si moi-même, je conduis, ça fait deux revenus. Donc, n'ayez pas ce complexe. Vivez pleinement. Vivez comme en griffe, je dirais, les Ghanéens. Le Ghanéen banquier que vous voyez le matin cravaté dans son apparence d'accord, oui, là, permettez-moi ce mot. Mais déjà à 16 h, vous le voyez sur sa grosse moto, jean délavé, t-shirt à la limite déchiré, mais qui va monter des antennes paraboliques, qui va... Vivez pleinement, vivez librement et attachez-vous à multiplier vos actifs. Il a si bien dit, argent n'est pas égal à richesse. Et c'est pour ça, Napoléon a dit, réfléchissez et vous devenez riche. Sachez réfléchir. Nous allons poursuivre avec la pensée de ce matin. Je cite, « Si ton salaire est ta seule source de revenus, alors tu es à un pas de la pauvreté. » Fin de citation. Si ton salaire est ta seule source de revenus, alors tu es à un pas de la pauvreté. Coach Popola. Je pense que cette phrase-là, il n'y a pas de commentaire. Ça dit tout, oui, tout simplement parce que votre salaire, ça peut s'arrêter à tout moment. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un risque que vous prenez lorsque vous avez une seule source de revenus. Et ce n'est pas du jour au lendemain également, même si on ne vous arrêtait pas, ce n'est pas du jour au lendemain que votre salaire va également s'augmenter. Ça signifie qu'il est important de diversifier ces sources de revenus et de savoir utiliser ce premier outil qui est le salaire afin de pouvoir multiplier à l'infini, parce qu'il n'y a pas de limite, à l'infini les sources de revenus qui font qu'à un certain moment donné, parce qu'il y en a, vous avez tellement de sources de revenus que votre salaire, vous ne le touchez même plus. Que le salaire soit là ou bas. Vous êtes serein, vous êtes zen, ça va directement sur votre compte en banque. Il y en a même qui perçoivent le chèque, je vous assure, c'est 3 mois après ou 4 mois après. Ah, mais attends, je n'ai pas encore encaissé ce chèque-là, il faut qu'il aille l'encaisser. Parce que là, diversifier ses sources de revenus. Et il va au boulot, il n'est pas stressé, il réfléchit mieux. Pendant que les gens sont en train de se plaindre, lui, il est en créativité, il évolue, il est prospère, il se dit, mais est-ce que c'est le même salaire qu'on reçoit? On ne comprend pas. On est tous ici, lui, il voyage, il fait ci, mais son salaire est petit. Donc, il est important vraiment de travailler sur la diversification des sources de revenus. Émeric. Je crois que la pensée résume en quelque sorte tout ce qu'on vient de dire. On dit si ton salaire est ta seule source de revenus, alors tu es à un pas de la pauvreté, oui. Je crois que le coach l'a martelé tout à l'heure. Si on ne doit pas se contenter de ce qu'on a, il faut qu'on surpasse cette idée rincade qui pense que bon, quand tu as un emploi, il faut se contenter de ça, il ne faut plus fructifier cela. Non, il faut qu'on dépasse cela, c'est un temps révolu. Il faut qu'on aille vers d'autres sources de revenus parce que le travail, ça se paie à chaque minute, hein, je crois. À chaque minute, vous pouvez perdre votre travail, mais si vous perdez votre travail alors que vous avez des besoins, comment vous allez arriver à gérer ces besoins-là? Donc, je crois que en ayant un salaire, il faut penser à ce que demain n'est pas aujourd'hui. Je suis tellement d'accord avec cette citation. Et vous savez, ça m'amène à faire un autre lien. Quand on dit salaire, le salaire, c'est le salaire.
c'est l'air qui n'est pas bon. Parce que ça vous fait contenter du peu. Salaire. Ça vous fait contenter du peu. Autrement dit, c'est votre pitance. Le minimum qu'on vous donne, qu'on donne aux chiens pour qu'ils ne meurent pas, c'est ça le salaire. Ne pensez pas que, et c'est pour ça les employés doivent désormais ne plus insulter l'employeur pour dire je travaille pour lui depuis 5 ans, depuis qu'il n'a pas augmenté son salaire. Mais s'il augmentait ton salaire, ça ne te rendra pas riche. Parce que le salaire ne rend personne riche. Il faut aller dans d'autres secteurs d'activité. Le salaire te permet juste d'occuper de ton temps, première chose, d'avoir des compétences, deuxième chose, et troisième chose, d'observer le management. La meilleure école par excellence pour le management, ce n'est pas quand on fait un master en management, ce n'est pas quand on a le doctorat, mais c'est quand tu vis la pratique dans une entreprise. Ça te permet, quatrième chose, de relancer, de créer ta propre entreprise et de chercher à construire ton réseau. Parce que vous construisez votre réseau quand vous avez un nom. Le salaire te donne un nom. Le nom du minimum vise l'euro. Il y a quelques notes d'humour pour vous. Oui. Je viens d'inventer la roue et moi l'impôt. Il y a un homme qui cherche du travail, vient. La dame lui dit « expérience ». Il répond « un CDD de 1 an comme conseiller au pôle emploi ». La dame dit « très bien, donc vous savez que je ne peux rien pour vous ». Le troisième, il vous dit « vous avez des offres d'emploi ?» Non, pas en ce moment, mais on a des sanctions. D'accord, ce n'est pas la peine d'espérer. Et Coach Popola, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui hésitent encore, qui ont peur de se lancer dans d'autres activités parce que ce n'est pas certain? On se dit, on n'a rien de sûr, peut-être qu'on va investir, ça ne va rien donner, il vaut mieux maximiser son temps, ses efforts sur l'activité, même si ce n'est pas un boulot, un contrat, sur l'activité qu'on mène déjà pour fructifier celle-là. Oui, c'est bien possible. Hein. Comme je l'ai dit, si vous gardez la même activité, que vous augmentez dans votre valeur, vous pouvez amplifier ce que vous gagnez, c'est bien possible. Mais il faut enlever vraiment de votre tête cette idée du risque. Moi, je peux vous dire, la majeure partie des choses que moi j'ai pu avoir, c'est en prenant des risques. Sans risque, ce n'est pas possible de gagner quoi que ce soit. Qui ne risque rien. Rien. Donc, il faut vraiment se lancer. Maintenant, même quand on prend des risques, il faut se rassurer qu'on a les connaissances qu'il faut. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut prendre des risques, qu'on va se lever, qu'on ne sait pas faire tout. Il faut la maîtrise du risque. Il faut avoir la maîtrise du risque. Et la maîtrise du risque passe par l'expérience, la connaissance, ou peut-être avoir un mentor qui est là, qui l'a fait avant vous et qui vous éduque, qui vous donne la connaissance qu'il faut pour que vous puissiez aller quand même avec beaucoup plus de chances de réussite. Et quand on parle d'investissement et de tout, il faut avoir le temps pour se faire former. C'est la meilleure chose que vous puissiez avoir et grâce à cette formation, vous pouvez aller facilement. Donc, il faut prendre des risques, c'est important. Il y a une phrase que j'ai retenue de Warren Buffett. Il disait, c'était en 1999 ou 2000, je ne me rappelle plus trop, parce que lui, c'est un investisseur, il a une société d'investissement. Il écrit une lettre à ses actionnaires et tout pour dire, cette année, il ne va pas investir. Il ne va pas investir pour faire aller à la plage se reposer. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'actuellement, le marché n'est pas bon. Je préfère ne pas investir que de mal investir. Et il dit ça, c'est parce qu'il est expert de ce qu'il dit. Donc, est-ce que celui qui a peur d'aller faire ce qu'il dit, est-ce qu'il est un expert? Ce n'est pas en termes d'expert qu'il le dit, il le dit simplement parce qu'il est dans l'ignorance et il a peur. Donc, vous allez voir quand vous traversez le pas, entre ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui, ce que vous aurez, au milieu c'est un peu difficile, mais quand vous réussissez à être de l'autre côté, la vie est beaucoup plus facile lorsque on a la vue depuis le sommet. Et pour aller au sommet, il faut prendre des risques. Donc, c'est important de pouvoir prendre je crois que nous sommes dans un monde où il faut... Au-delà d'apprendre, au-delà de prendre les risques, il faut aussi apprendre à oser. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'ose rien, qui ne risque rien n'a rien. Donc, il faut apprendre à oser aujourd'hui. Surtout, il faut qu'on l'inculque à nos jeunes, à nos jeunes qui aujourd'hui n'ont pas forcément cette ambition qu'il faut
se survoler, de se surpasser, d'aller au-delà de leur capacité où il faut quand même qu'ils se contentent, ils ont à l'esprit de se contenter du peu qu'ils ont et puis bon ça, ils ne pensent plus à demain. Je crois que le monde évolue, tout devient de plus en plus cher et pour le salaire aussi n'est pas, comment dit-on, ce n'est pas que le monde devient cher et puis le salaire augmente, non. Oui. Mais le salaire demeure toujours le même, mais les charges augmentent. Il faut quand même aller au-delà de vos capacités et avoir de petites idées d'entreprise. Vous savez, quand on parle d'entreprise, les gens croient qu'il faut avoir des millions pour entreprendre. Non, pas forcément. Je crois que même avec, le coach l'a dit tout à l'heure, avec votre seule source de revenus, vous pouvez entreprendre et bien entreprendre et peut-être demain être à l'abri du besoin. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait ce genre de réflexion. Il faut qu'on aille au-delà de ce que nous apprenons à l'école où on dit qu'on a des diplômes pour travailler et avoir un salaire à la fin du mois. Je crois que le monde évolue et cette idée ringarde, il faut qu'on l'arrange. Coach Vieira, est-ce qu'il faut faire diversifier ses sources de revenus en faisant ce que tout le monde fait? Est-ce qu'on pense que c'est l'attraction du moment? Vous n'êtes pas monsieur ou madame tout le monde, vous êtes l'homme est unique et dans cette unicité, il révèle en quoi lui, il est spécial, en quoi lui, il veut se démarquer des autres. Cependant, sur le marché du business, le marché dicte sa loi. C'est le marché qui dicte la loi. Et lorsque le marché dicte sa loi, à un moment donné, vous prenez aussi la forme du marché. Je vais vous donner un exemple. Prenez nos artistes, nos acteurs du showbiz. Aujourd'hui, vous voyez le style qui est répandu, le style qui fait du tabac, comme on le dit en jargon jeune. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus chanter comme les polyrythmos, ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus chanter comme les Asasika, mais c'est parce que c'est le besoin du marché. Et à un moment donné, lorsque vous voulez entreprendre, lorsque vous voulez être businessman, il faut alors rentrer dans cette posture. Rentrer dans cette posture tout en y apportant sa particularité, tout en y apportant son point distinctif pour ne pas se confondre à la masse, parce que c'est l'innovation qui vous distinguera de la masse. Et lorsque je vais dire tout ceci, attachez-vous aux détails. Vous savez vous surprendre quand vous voyez des gens que nous appelons riches, mais quand vous les achetez les 600, ils vous demandent les 600 tout comme si c'est des millions que vous leur donnez. C'est ça. Et parfois vous dites, mais lui avec tout l'argent qu'il a, il me demande encore 50 francs. Non, ne marginalisez pas l'argent. Ne marginalisez pas l'argent. L'argent est une ressource. Cependant, soyez maître de l'argent. Et être maître de l'argent, c'est faire à telle enseigne que vos revenus soient supérieurs à vos charges. Vous avez la liberté financière comme ça. Nafissatou Hassani. Nous avons parlé de plusieurs sources de revenus, mais quand même, il faut avoir une activité principale. Là, on saura que même si vous avez certains business que vous faisiez, vous avez au moins une activité principale. On sait que telle personne y fait ci. D'autres ont tellement plusieurs sources de revenus maintenant qu'on ne distingue plus ce qu'ils font et c'est fini, on dit qu'il est devenu un businessman. Donc il faut avoir une activité secondaire, oui, mais il faut qu'on sache que vous avez une activité principale et cette activité principale-là va vous permettre de ne pas être dans certaines conditions défavorables. Et aussi, tout le monde ne peut pas être patron. Tous ceux qui disent non, le salaire ne nourrit pas, le salaire ne suffit pas, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir des salaires toute leur vie. Tout le monde ne peut pas être patron. La conclusion c'est bien dit en plus. Tout le monde ne peut pas être patron. Nafissatou Hassani, merci à vous. Jérôme Popola, coach formateur, responsable du service formation cabinet Impact Plus. Childéric Sessou était également sur ce plateau, conseiller en orientation socio-professionnelle. Justino Vieira, coach en entrepreneuriat, et Émeric Okupeli ont participé à cette discussion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il faut retenir qu'il est important de diversifier ces sources de revenus pour mieux vivre, être à l'abri, être libre, sortir de l'esclavage moderne, prendre sa vie en main et vivre la vie que l'on souhaite. On se retrouve demain avec un autre sujet.